Ouais, on voulait parler d'écoféminisme et on s'est dit bah, autant le faire en live, comme ça on va réagir juste au contenu qu'on voit, parce qu'en fait le truc c'est que c'est un mouvement qui est assez pluriel, du coup il y a des discours très divers et Ouais, du il n'y a coup pas une grande ligne. ouais, en fait c'est difficile de faire une critique. Il y a plein de Mm. trucs qu'on trouve problématiques dans beaucoup de discours qui touchent à l'écoféminisme, mais vu que c'est pas forcément le socle de l'écoféminisme, bah, il y a peut-être des personnes qui pourraient trouver la critique illégitime parce qu'elle s'adresserait à certaines personnes mais pas à toutes. Du coup, bah, vu que c'était difficile de faire une critique qui vu que c'est voilà, c'est quand même un mouvement social assez pluriel, bon, on s'est dit, bon, autant réagir à du contenu précis. Du coup, on a mis la vidéo de Mediapart, Du coup, là, et c'est une c'était le plus... philosophe Ouais. qui s'appelle Emily H, qui a écrit un livre qui s'appelle Reclaim, qui est un mot souvent employé dans l'écoféminisme, qui est en gros la. Enfin, c'est pas très traduisible en français, mais c'est en gros la réappropriation en général de la nature. Et elle, c'est une philosophe qui a travaillé sur le sujet et qui a écrit ce livre. Pour le coup, elle essaye un peu de tracer un fil commun, on va dire, à l'écoféminisme. Forcément, la journaliste lui demande de définir l'écoféminisme, donc c'est pas mal de partir de là. Et ouais, voilà, du coup, on va réagir à ça. Peut-être on peut préciser que contrairement à d'habitude où on est direct dans un truc très critique parce que genre le féminin sacré et le love coach, on sait que c'est niette quoi, a priori on connaît et voilà quoi. Là c'est plus on est plus dans une posture découverte. Perso je pense que je suis en accord sur pas mal de critiques qui peuvent émerger de la part du courant écoféministe, mais il y a d'autres choses qui me gênent un peu plus. Et donc voilà, c'est un peu décortiquer le truc et voir ouais, ce qu'on en pense quoi, mais Mm. c'est moins critique et clashant que d'habitude quoi, normalement. Euh, pour effectivement confirmer ce que tu viens de dire, c'est que là, on s'adresse quand même à des gens qui sont, on pourrait dire, enfin, on peut dire, je Ouais, pense, des alliés c'est des carrément, alliés politiques, quoi. carrément. Donc, on a peut-être des accords sur un point, mais je pense que dans la grille de lecture globale ou dans l'objectif, je pense, voilà, surtout dans Ouais, l'objectif carrément. qu'on a quand même beaucoup de points communs, quoi. La Hooker Chemical Company déverse son poison, jette ses ordures dans les veines de la terre à Love Canal. Les mères boivent à ses puits, les enfants dorment dans l'air parfumé des déchets enfouis, les pères stériles fredonnent des berceuses aux enfants qui ne sont pas nés. Maria se réveille sur son oreiller toxique, trempée par les fluides de son corps pollué, sa chair enflammée, bouillonnante de douleur, comme si la terre en colère recrachait sa fièvre. Les prêtres et les prétendants prient. Ils n'ont pas peur du mal, pas peur du mal. Peur, mal, mal, sur son corps, autrefois canal de l'amour. Émilie H, bonjour. Bonjour. Ce texte est extrait du recueil que vous publiez, Reclaim, recueil. T'as un truc à dire sur le texte? C'est pas une forme qui me parle beaucoup, mais bon, Ouais, c'est je une sais pas forme trop quoi d'expression. rajouter là-dessus. Voilà, j'ai rien de particulier à dire quoi. De textes écoféministes. Pourquoi avoir choisi notamment ce texte dans ce recueil? Alors je l'ai choisi pour deux raisons. La première, je dirais, parce que c'est un poème. Et que une des choses qui me tenait à cœur en fabriquant ce volume, c'était de rendre compte un petit peu de la tonalité très particulière des écrits que l'on pourrait cataloguer de manière voilà, assez large, écoféministe. Et il se trouve que ce mouvement, donc environnemental et féministe, appartient à toute une tradition de mouvements notamment féministes plus longs, qui a toujours noué un lien très intime entre... Je vois, tu dis, c'est déjà commencé, Ouais. non, on vient vraiment à peine de commencer, Ouais, on a t'as vite rien commencé un loupé. chouille en avance. Mais du coup, on va juste. Là, on regarde une vidéo sur l'écoféminisme, qui est un courant qui est très. Il y a plein de théories différentes. Enfin, en gros, il y a plein. C'est une constellation assez large avec des personnes qui sont pas forcément d'accord sur plein de points. Et du coup, c'est un peu difficile à critiquer l'écoféminisme en tant que tel. Et donc, on se concentre sur cette vidéo-là qui est du coup. Je crois qu'elle est philosophe. C'est une philosophe qui a fait un recueil de textes écoféministes et qui du coup parle de l'écoféministe, en l'occurrence écoféminisme, en l'occurrence sur Mediapart. poésie et politique. Et que ce poème-là est, en son sens, vraiment en est pour moi un des grands représentants. Peut-être que l'autre raison aussi, c'était que je souhaitais dans ce volume donc, présenter ce mouvement de l'écoféminisme dont on va parler maintenant, mais je souhaitais également le présenter, pas seulement d'un point de vue d'histoire des idées voilà, très circonscrit, mais le présenter dans tous les liens qu'il pouvait avoir avec, de manière plus générale, les mouvements environnementaux faits par des femmes. Parce que, il me semble qu'on pourrait dire comme ça, l'écoféminisme, on va y revenir de manière peut-être évidemment plus précise après, mais c'est un mouvement environnemental qui est composé principalement de femmes, mais ce n'est pas le seul. Et ce poème que vous venez de lire, qui est un poème qui porte en effet sur un des scandales de pollution toxique les plus importants aux États-Unis dans les années 70-80, relève non pas de ce qu'on pourrait appeler ce mouvement écoféministe, mais d'un mouvement qui était contemporain de ce mouvement écoféministe, qui s'appelle le mouvement de justice environnementale, et lui qui était vraiment focalisé sur qui a été ponctué par tous les scandales de pollution toxique aux États-Unis. Alors ce scandale, c'était le scandale Love Canal, qui est le titre du poème que j'ai lu en introduction, qui a été écrit par une auteure, Janice Mirikitani.
qui donc figure dans ce recueil. Alors, pour expliquer à nos spectateurs ce qu'est l'écoféminisme, vous écrivez une longue introduction à cette anthologie, et dans l'introduction, vous dites notamment que l'écoféminisme n'est pas une défense de l'environnement féministe, n'est pas un féminisme écologique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment se mélange écologie et féminisme dans écoféminisme ? Je pense que pour le comprendre peut-être de manière assez simple dans un premier temps, il faut revenir un petit peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire précédemment, sur le fait que c'est d'abord un mouvement. C'est un ensemble de mobilisations politiques qui ont émergé autour du problème nucléaire. Il faut se remettre aussi dans le contexte, à la fin des années 70-80. Je sais pas si vous avez entendu, mais elle dit que le mouvement féministe a un peu éclos sur un terrain antinucléaire. En fait, les premières luttes écoféministes étaient des luttes antinucléaires. Et là-dessus, je pense, en fait, dans l'écoféminisme, il y a globalement des critiques qui sont assez courantes dans le milieu écolo que je trouve pas forcément légitimes parce qu'en général, elles sont pas très fondées. Par exemple, ça dépend de quelle perspective et tout, mais typiquement, les OGM, on leur prête souvent des torts qu'ils n'ont pas, ou alors du moins qu'ils n'ont pas systématiquement. Par exemple, l'idée que les OGM, ce serait nocif pour la santé. En fait, les OGM, c'est juste une méthode de sélection, de production, de sélection de semences, quoi, ou de végétaux, d'animaux, ça dépend d'individus vivants, quoi. Mais ils sont pas en soi nocifs pour la santé, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et du coup, je sais pas si ça vous parle, mais il y avait le golden rice, donc le riz doré, qui est en gros un riz qui était riche en vitamine A. Et en fait, dans certaines populations qui se nourrissent principalement, qui reposent, dont leur alimentation repose en grande partie sur le riz, il y a une carence en vitamine A qui fait qu'ils ont des problèmes, notamment au niveau de la vision. Ça crée des problèmes dans les yeux, quoi. Et avec un riz OGM, on pouvait faire du riz doré, donc qui condense un peu la vitamine A, quoi, qui a plus de vitamine A, et qui du coup pouvait permettre à ces populations-là d'avoir accès à de la vitamine A à travers leur alimentation principale, quoi. Ce qui était plutôt intéressant, et en fait ça a été assez compliqué. Elle a parlé des OGM ? Non, parce que ça, oui, je suis partie du nucléaire sur les OGM, mais parce que en fait je fais référence à ça parce qu'il y a Vandana Shiva qui est une des grandes représentantes de l'écoféminisme qui est investie dans la lutte anti-OGM. Du coup, le mouvement écoféministe est assez ancré dans ses luttes anti-nuc et anti-OGM. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je suis partie sur les on OGM. pourrait dire c'est pas propre à l'écoféminisme, c'est l'écologie, c'est une grosse part de l'écologie qui a un souci, on va dire, c'est de pas être raccord sur les données scientifiques actuelles et que du coup de se battre pour des trucs contre-productifs en fait. Du coup, c'est pas très étonnant, mais l'écoféminisme reprend ces choses-là mais en fait aussi quand même pas mal un cheval de bataille, quoi. C'est que la lutte antinucléaire, ça c'est quand même assez revendiqué, alors que comme tu disais, quoi, ça fait partie des luttes qui sont pas très intéressantes, on peut dire, parce que je sais pas si on détaille sur le nucléaire. Mais alors, je vous mets si vous voulez, parce que là on serait quoi peut-être détailler, mais juste souvent pour faire très simple, dans la perspective écologique classique, forcément le nucléaire ça paraît pas bien, et quand on se renseigne là-dessus, bon, c'est pas si dramatique souvent, et surtout si on compare, faut toujours recomparer par rapport au reste, qu'est-ce qu'on ferait sans, et actuellement vouloir sortir du nucléaire actuellement alors qu'on a encore énormément d'énergie fossile, c'est vraiment dangereux en fait, ça serait pire en fait. La question se poserait plutôt il faut sortir des énergies fossiles, et le faire sans nucléaire c'est quand même assez tendax. Lutter contre le réchauffement climatique sans nucléaire c'est quand même ardu, et souvent on se rend pas compte à quel point avoir un système électrique qui soit que avec du renouvelable c'est quand même pas simple. Et puis si on s'occupe surtout, si le combat, c'est surtout en termes de priorité, quand la lutte écologiste, on va dire, met beaucoup de moyens pour remplacer du nucléaire par des renouvelables, sachant qu'il y a les énergies fossiles à côté qui sont tellement pires, c'est un gâchis de temps, de ressources. Voilà. Pour faire, je sais pas, je pense qu'on va pas forcément, vu que c'est pas trop le sujet, on va pas forcément s'attarder trop sur tous les trucs on va dire les pseudosciences dans l'écologie. J'ai une vidéo qui s'appelle Parler rationnellement d'écologie, un truc comme ça. Et j'explique globalement tous les trucs, genre je parle du bio, des OGM, du nucléaire, j'explique un peu, voilà, que c'est souvent on a une vision peut-être très manichéenne du truc, alors qu'en vrai c'est plus compliqué. Voilà, et je donne quelques tips. Voilà. Allez la voir si ça vous intéresse. L'écologie c'est souvent compliqué au niveau de la production de nourriture. Tu as tout un débat bio versus non bio, où on dit que le bio fait moins de rendement, sauf que si on a besoin de gros rendement, c'est que l'agriculture existe pas mal pour soutenir l'exploitation animale. Effectivement, sans exploitation animale, on aura besoin de moins de ressources. Après, le bio, effectivement, il y a moins de rendement, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, le sujet est complexe, parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients au bio. Souvent, en fait, il y a aussi des avantages qu'on lui prête qui sont des fois inexistants. Mais sans aller
aller à fond sur le débat. Moi, je vais pas prétendre être hyper pointu sur le bio. Donc, moi, de ce que j'en sais, a priori, il n'y a pas d'intérêt à faire du bio. Mais après, il y a peut-être des avantages qui sont vraiment bien et que j'ignore, quoi. Mais pour faire très simple, un des critères du bio, c'est le fait que ce soit naturel. Et ça, je pense qu'on le répète tout le temps, mais le fait que quelque chose soit naturel ou pas, ça ne dit rien de si c'est bon. Il y a plein de choses qui sont naturelles qui sont toxiques, il y a des trucs pas naturels qui sont très bien. Et en fait, le bio, moi, c'est ce que je dis dans la vidéo, je tranche même. C'est pour ça que c'est une vidéo en plus pour moi c'est pas une vidéo qui donne les infos en soi, c'est plus une vidéo de méthode. Et ce que je dis dans la vidéo, c'est même pas que est-ce que le bio est bien ou pas. Je dis le bio pourrait être à minima mieux que ce qu'il est maintenant. Si jamais il arrêtait avec ce critère naturel et qu'il prenait des meilleurs critères, genre par exemple au lieu de se dire il faut que le pesticide, on abandonne les pesticides de synthèse, mais on veut que les pesticides bio, ben juste on garde les pesticides que s'ils sont bons et on enlève les pesticides pas bons. Enfin, je dis bon pas bon, là encore c'est peut-être un peu trop manichéen, mais bref. Allez, on va reprendre. Ouais, juste peut-être pour recontextualiser un peu et être un peu charitable, on pourrait dire que, il me semble que dans les années 70, il y a un mouvement antimilitariste qui est assez proche aussi de certains mouvements féministes. Et du coup, il y a un peu une peur du nucléaire en tant qu'arme de guerre, qui fait que ça a peut-être contribué à enrichir cette peur et cette lutte contre le nucléaire, du coup, civil, quoi. Donc voilà, peut-être juste pour recontextualiser. Et ce qu'on pourrait dire aussi pour être charitable, c'est que même si le mouvement s'est fondé sur des choses qui sont critiquables, c'est pas dit qu'il n'ait pas évolué entre temps et que maintenant il soit pas. Qu'il verse moins dans des trucs critiquables de ce point de vue-là. Après, Pour être ça, charitable. je sais pas si on va le voir, je me souviens plus dans cette vidéo-là. Il y a quand même une vibe très pseudo-scientifique dans beaucoup de discours écoféministes, quand même. C'est ça qui il y nous a pose souci. il y a toute la question de la spiritualité écoféministe, quand même, qui est une partie qui est pas négligeable et avec laquelle nous, on est. Enfin, je vais pas parler à ta place, mais moi, je suis pas ultra convaincue par cette approche-là. Ouais, pareil. On reprend, du coup. C'est la guerre froide, c'est la course à l'armement nucléaire et la possible guerre nucléaire entre les États-Unis et l'ex-URSS. Et voilà, c'est le début, c'est bientôt l'élection de Reagan, c'est l'explosion d'un des réacteurs. Quand on parle de guerre nucléaire, je précise de tout ce qu'on nous quand la défense, quand on peut faire du nucléaire, on parle bien du nucléaire civil. Évidemment qu'on ne défend pas le nucléaire militaire. Comment ça, tu veux pas faire péter des humains, pas toi? Le nucléaire états-unienne de Three Mile Island. Bref, l'écoféminisme, il naît de ça, c'est-à-dire qu'il naît en amont en amont du mouvement féministe des années 60, en amont du mouvement pour la paix des années 60 aussi, il y a la guerre du Vietnam, il vient aussi du mouvement environnemental, donc tous ces mouvements qui arrivent. À un moment donné, un certain nombre de femmes qui étaient engagées à la fois pour le mouvement pour la paix et sur les luttes féministes se sont très largement engagées autour d'un mouvement anti-nucléaire et ont commencé en se mobilisant, en bloquant des centrales nucléaires, en occupant des sites liés à de la recherche nucléaire, etc., à faire le lien entre leurs différents engagements politiques. C'est-à-dire à se rendre compte, à réfléchir collectivement à travers des textes, à travers des discussions, des textes historiques, des textes vraiment de toutes sortes, que on pourrait dire la destruction généralisée de la planète qui est en train de se passer sous leurs yeux était certainement liée à un autre type de destruction qu'elles connaissaient très bien personnellement, puisque c'est on va dire l'oppression de manière plus générale des femmes. Pour elles, en gros, pour le dire assez rapidement et simplement dans un premier temps peut-être, ça serait la même culture mortifère, militariste, qui serait en train de détruire l'ensemble des ressources vivantes, de les exploiter, etc., et qui, dans le même temps, aurait un rapport de haine et de violence, de disqualification, de dévalorisation à l'égard des femmes. Là-dessus, si jamais on dit il y a une espèce d'idéologie ou d'attitude commune à différentes oppressions, on se dit entre le féminisme, en tout cas entre l'oppression sexiste et entre la destruction de l'environnement, est-ce qu'il y a une espèce de logique derrière j'ai l'impression que c'est ça qu'elle dit, en tout cas c'est ça qui ressort souvent, cette idée d'exploiter, ce truc de profit personnel qui passerait avant les dégâts. Et du coup, on peut faire le lien effectivement entre les deux. En fait, je trouve ça pas du tout, je trouve ça totalement logique de faire le lien, mais par contre, pourquoi juste entre l'écologie et le féminisme? Pourquoi pas entre tous les autres? Pourquoi? En fait, je comprends pas pourquoi c'est pas comme si c'était il y avait que ces discriminations-là. J'ai l'impression on pourrait dire soit moi forcément moi j'utilise le terme sentientisme pour dire on est contre toute forme d'oppression. Après, si on veut analyser toutes les oppressions, il y a le terme. Alors moi c'est un terme que j'utilise pas, mais peut-être qu'il pourrait être intéressant à utiliser. C'est le terme que j'ai vu ça récemment. C'est le terme de kyriarchie qui désigne l'ensemble des discriminations, des oppressions, et du coup il y a le terme anti-kyriarchie qui est utilisé. Et bon, c'est vrai que là, il est totalement inconnu ce terme, mais tu l'avais trouvé sur je l'ai un compte vu Instagram, sur Racisme Invisible. Racisme Invisible, c'est sur le compte, je crois que c'est Racisme Invisible. Si vous voulez retrouver le truc. Je trouve ça étrange en fait de faire le lien entre deux oppressions comme ça et de pas faire le lien avec les autres. Moi, ça me paraît assez légitime. Genre, si tu dis que t'étudies cet axe-là spécifiquement, à ce moment-là, t'étudies cet axe et peut-être qu'à un moment, t'en as étudié un autre. Comme quand tu parles d'intersectionnalité, tu peux étudier l'intersectionnalité entre la question de la misogynie et la question du racisme. Mais tu peux aussi étudier l'intersectionnalité entre le racisme et l'homophobie. Enfin, tu peux avoir plusieurs angles d'approche qui me semblent pas
Enfin, ça me paraît pas absurde de se concentrer à un moment donné sur un truc. Ouais, Mais je après, trouve ça pareil. Bah, en tout cas, ce que je peux faire peut-être comme critique, c'est qu'il faudrait pas résumer la question de... Enfin, oublier en fait toutes les autres luttes. Ça parle de quoi ici? Là, on parle d'écoféminisme et de manière générale, on fait des critiques lutte on parle de lutte sociale et d'esprit critique. Donc, on critique des discours qui sont fallacieux, pseudo-scientifiques ou oppressifs, quoi. Et on va de dire. droite. Ouais. Oui, voilà, et du coup, là, on s'interroge sur l'écoféminisme, à quel point on trouve qu'il y a des trucs cool ou des trucs moins cool des fois. Voilà. Et je pense qu'on admet totalement qu'on est un peu renseigné, mais on n'est pas très Ah oui, renseigné. non, moi, Du c'est coup, il y a pas, sûrement des trucs qu'on a loupés. C'est quoi l'écoféminisme? Et bah justement, c'est ce qu'on est en train de voir parce que c'est pas... Ouais. C'est vrai que du coup, c'est faudrait un peu qu'on ait des- hétérogène comme mouvement, du coup c'est pas Mm. simple de mettre une grande ligne directrice Mm. sur ce serait quoi l'écoféminisme de manière générale. Bah, si on prend pour l'instant ce qui a été dit de maintenant, c'est en tout cas le fait de faire les personnes écoféministes, donc c'est un mouvement social et ces personnes dans ce mouvement, certaines femmes faisaient le lien entre ce qu'elles vivaient en tant que femmes, donc l'oppression sexiste et toute la destruction de l'environnement, quoi. Oui, ça en rapport avec l'écologie. Oui. Mais il y a peut-être un truc, alors peut-être qu'il viendra plus tard, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu deux discours qui sont rassemblés sous le même terme dans la question écoféministe. C'est quand on parle de lien entre le patriarcat et l'exploitation environnementale. J'ai l'impression que tantôt on parle de lien dans l'analyse qu'on peut en faire, genre de dire que voilà, peut-être il y a des logiques sous-jacentes qui contribuent à avoir une certaine vision des femmes et une certaine vision de la nature, avec des guillemets. Et tantôt on parle de cause carrément. Il y a par exemple Françoise d'Aubonne, donc une des penseuses de l'écoféminisme, qui dit que le patriarcat est est la cause de l'exploitation de l'environnement, ce avec quoi moi je suis pas hyper convaincue des arguments qu'elle avance. Mais du coup voilà, j'ai l'impression que ça peut être un peu confusant des fois de qu'est-ce qu'on entend quand on parle de lien entre les deux. Est-ce qu'on parle de lien de cause à effet ou est-ce qu'on parle juste de lien d'analyse sous-jacente? Et dans un cas, en fait, moi je serais d'accord pour dire qu'on peut faire des liens dans l'analyse qu'on fait du patriarcat et des liens dans l'analyse qu'on fait de l'exploitation de l'environnement. Mais pour dire qu'il y a un lien de cause à effet, pour l'instant je suis pas hyper convaincue, j'avoue. Rien qu'aujourd'hui, t'as entendu parler d'écoterrorisme, écofascisme, écoféminisme. Je suis un peu éco-perdu à force. Effectivement, c'est vrai que ça peut être confusant. Alors, écoterrorisme, je pense pas que ce soit un terme qui soit utilisé de manière intéressante. Quoique, souvent, alors c'est souvent mal utilisé de manière pas intéressante dans le sens où c'est pour diaboliser, ou on va dire c'est le terrorisme, genre typiquement c'est Darmanin qui va dire dès qu'il y a une action un peu engagée pour l'écologie, il va dire c'est des éco-terroristes. Bon là c'est un usage vraiment pas intéressant. Après est-ce que si une personne vraiment utilise le terrorisme pour je crois que faire passer dans le mouvement écoféministe justement il y avait des actions directes qui pourraient, je pense, être qualifiées d'éco-terrorisme. Mais dans un sens politique. Ouais, dans le positif, sens, la définition qu'on pourrait donner, la définition juste qui serait d'éco-terroriste, ça serait l'utilisation du terrorisme pour défendre une certaine cause, ici la cause du coup écologiste. Sur la définition de terrorisme, je crois qu'il y a débat sur... parce qu'il y a l'idée de vouloir instaurer la peur, du coup je sais pas si ça peut s'appliquer... Bon bref. Écofascisme, ça c'est assez complexe, écofascisme, parce que ça peut être utilisé souvent dans le langage courant, ça va être pour dire, c'est quand les écolos veulent nous imposer des choses, là, ils veulent plus qu'on prenne l'avion, ils veulent plus qu'on mange de viande, ils veulent plus... Bon, c'est souvent certains discours... c'est le discours on peut rien faire, et ils vont dire, du coup vous imposez les choses, du coup, vu que vous imposez les choses, c'est fasciste, donc écofasciste. Bon, c'est raisonnablement un peu simpliste. Mais sinon, l'utilisation peut-être un peu plus intéressante du terme écofascisme, ça serait tel que... Par exemple, je ne sais pas si vous suivez le podcast Comme un poisson dans l'eau, le super podcast contre le spécisme. Et il avait invité Antoine Dubuot, qui a été pas mal médiatisé dernièrement pour parler de... il a une analyse des extrêmes droites, et il parle d'écofascisme. Donc lui, il considère que c'est cette sphère qui est à la fois d'extrême droite, mais avec une certaine perspective écologiste, qui est évidemment une écologie très différente de celle qui est portée de l'écologie bienveillante, on va dire de l'écologie qui veut un monde meilleur pour tous à gauche. Je pense que l'écologie portée par l'extrême droite est très différente, mais en tout cas c'est dans ce sens-là qu'il dit l'écofascisme, ça serait cette écologie portée par l'extrême droite. Certains pourraient contester l'usage de ce mot en disant écologie extrême droite c'est juste antinomique, ça n'a pas de sens. Bon bref, c'est un autre débat, mais en tout cas l'écofascisme ça pourrait être ça, et l'écoféminisme du coup là c'est plus c'est ce qu'on voit là. Vous expliquez bien à quel point c'est un paysage social et politique et intellectuel bouillonnant. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un mouvement unifié. Il y a des mobilisations de différentes manières, avec différentes aussi types de personnes, des militantes venant de classes populaires, des militantes plus intellectuelles, des théoriciennes, etc. Mais vous dites finalement, vous proposez en tout cas d'essayer de réunir un peu tout ce monde vibrant des écoféministes sous un terme qui est le terme reclaim, donc reclaim en anglais, qui donne le titre à ce recueil. Et reclaim en anglais, se réapproprier. Reprendre à son compte, mais se réapproprier quoi et dans quel but ?
Alors, c'est pas moi qui m'approprie ce terme, hein, c'est vraiment le leur. Donc, effectivement, Et c'est vous le choisissez comme tout étant à fait. d'art, Non, c'est mais ça alors, que je je voulais l'assume dire. entièrement, mais je veux dire, je voudrais pas m'approprier ce magnifique D'accord. concept, alors qui n'est pas le mien, mais qui est bien le leur. Je l'ai mis effectivement en titre d'une anthologie de traduction, ce qui peut paraître un peu étrange. Mais le choix s'est fait sur le fait, d'une part, que ça ne sera pas le premier terme qui nous viendra du monde anglo-saxon et qu'on récupérera notamment dans les mouvements féministes. On peut penser évidemment ici à par exemple l'éthique du care ou à la notion d'empowerment que maintenant on utilise assez régulièrement sans forcément les traduire, pas par flemme ou par je ne sais pas quoi, mais parce que ce sont des termes qui ont une complexité, une richesse que l'on pourrait perdre en souhaitant les traduire. Il m'a semblé que c'était la même chose avec ce terme-là, qui revient dans tous leurs textes. Et à un moment donné, en cherchant un petit peu quel était le geste finalement des écoféministes, il m'a semblé que c'était celui-ci. Celui-ci, qui est un terme qu'elles empruntent à l'écologie, qui est un terme au départ écologique, à savoir qui veut dire défricher, reprendre un terrain en mauvais état, l'assainir, le récupérer. Et elle l'utilise, elle l'étend dans un sens plus large, politique, culturel. Et il me semble que ça désigne bien ce qu'elles sont en train de faire, à savoir que reclaim, c'est pour elles, c'est reclaim aussi bien la nature que tout ce qui a été construit, historiquement construit, sociologiquement construit et mis du côté des femmes. Contrairement peut-être à une tradition féministe qui... Du coup, là, je sais pas si c'est hyper clair pour tout le monde, mais il y a une vidéo de Game of Earth, même plusieurs vidéos, où elle explique du coup ce truc. Bon, je sais pas si vous voyez un peu les vidéos de Game of Earth. C'est très carré, quoi, quand elle explique. Du coup, c'est assez clair. Et en gros, pour la faire très brève, il y a donc on a dans les cultures occidentales actuelles une dichotomie nature-culture, et tout ce qui est du côté de la nature c'est dévalorisé, tout ce qui est du côté de la culture c'est valorisé, et ce qui est du côté de la culture peut exploiter ce qui est du côté de la nature. Et donc dans le côté de la culture il y a les hommes, dans le côté de la nature il y a les femmes, en gros. Et donc il y a eu le courant féministe matérialiste dans les années 1960, je ne sais plus les dates. Bref, le courant féministe matérialiste qui a fait tout un travail de dénaturalisation du genre et du sexe même. Donc en gros l'idée c'est que on n'est pas femme par nature. C'est la formule de Simone de Beauvoir de on ne naît pas femme, on le devient, mais que donc la féminité, le fait d'être une femme, c'est une construction sociale qui se fait tout au long de la vie. On apprend à être une femme en fait. Et c'est pas une donnée naturelle. Et donc en fait le mouvement matérialiste a fait tout un travail de déconstruction de cette idée du genre comme quelque chose de naturel, que les femmes sont naturellement douces, naturellement aptes à s'occuper d'enfants, naturellement, enclines à prendre soin des autres, enfin bref, surtout, etc. Quoi. Surtout de critiquer le côté prescriptif, donc normatif de ce que doit être une femme, et du coup... Voilà, c'est le truc de quand on est comme femme, il faut s'habiller, il faut faire agir comme ci, comme ça, et quand on est homme, il faut agir comme ci, comme ça, quoi. C'est ça qui est critiqué. Et du coup, le mouvement écoféministe, encore une fois, de ce que j'en ai compris, quoi, il dit, non, nous, on est bien du côté de la nature, mais la nature, c'est pas quelque chose de négatif. Et si dans l'idée, je suis assez d'accord avec le fait de se réapproprier des éléments pour les revaloriser, etc., ici, ça me pose un peu problème, parce qu'il n'y a jamais de questionnement et de critique même du concept de nature. En fait, le concept de nature, j'ai l'impression, dans l'écoféminisme, il est juste pas analysé, pas critiqué. Déjà, on sait pas ce que ça désigne exactement, la nature, et ça j'ai un peu du mal avec le fait que ce soit pas clair. Et ensuite, on s'interroge pas sur, comme on s'interroge pas sur ce que ça désigne, qu'est-ce qu'on reclaim en fait, qu'est-ce qu'on se réapproprie. La nature, on sait pas trop, du coup, un truc un peu flou. Et ça, moi, j'ai un peu du mal à adhérer du coup à cette vision des choses, parce que je ne sais pas ce qu'on est censé se réapproprier. C'est sûr que le terme de nature, il est souvent tellement flou, tellement ça désigne souvent pas, ça désigne pas grand-chose de très concret. Quand on demande, c'est tout le truc de c'est quoi quelque chose qui est naturel, on aura toujours des trucs un peu arbitraires. Surtout que pour penser politiquement, ça c'est pas utile. Il faut juste un peu se débarrasser de ce concept de nature qui est vraiment pas intéressant en fait. Peut-être pour les gens que ça intéresse, il y a un site qui s'appelle Contre Nature. Je sais plus si c'est .com ou .fr, mais vous tapez Contre Nature et je pense que vous trouverez. Et c'est un site qui est dédié justement à l'analyse et à la critique du concept de nature. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, en tout cas de tous les discours que moi j'ai entendus sur l'écoféminisme, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est jamais explicité et qui est jamais décortiqué. C'est un aspect pour moi qui me pose très fortement problème, et je pense que c'est pas juste de dire on définit pas la nature donc ça m'embête un peu. C'est que je pense que le fait de pas définir la nature, en fait ça impacte toute la pensée du mouvement écoféministe, et on part sur des bases en fait qui sont pas définies, quoi, qui sont pas claires. Donc voilà. Ouais. Je suis assez critique là-dessus. Mais... Je vais chercher si j'ai pas un truc à donner rapidement. Contre le concept de nature. Voilà. Il y a Nicolas Martin, j'ai été en train de chercher chez Florence Delry. Florence Delry a souvent parlé de la nature de manière vachement intéressante pour critiquer cette idée du naturel. Mais sinon là il y a Nicolas Martin, il a parlé souvent de la nature, et là je vois
contre le concept de nature. dans laquelle on n'est pas toujours sorti forcément en France et qui a plein de raisons. Qui a une- J'ajoute quand même un truc là-dessus. Souvent, ce que tu dis, se approprier le truc de manière positive. Effectivement, c'est vrai que le sexisme fait que souvent les trucs typés masculins sont valorisés, les trucs typés féminins sont dévalorisés. Du coup, il y a une logique qui est pas déconnante en soi, qui part du principe, Ouais. mais les trucs féminins, plutôt que Genre, moi, je suis. s'approprier, plutôt que, on va dire, prendre les codes masculins, juste revaloriser des codes féminins. Le problème avec ça, c'est qu'il y a certains codes masculins ou féminins qui sont, on va dire, le fait d'être rationnel, c'est souvent plus attaché au masculin. Du coup, il y a certaines femmes qui vont dire, nous, on revendique pas le On rationnel. revalorise la qui est un peu spiritualité. Ouais, et du coup, on va faire l'inverse, et Moi, du je coup, suis on assez va, d'accord avec ça. on va valoriser, déjà, rejeter la rationalité, ça me pose souci, et on va valoriser des pseudosciences, donc on va revaloriser l'idée d'être une sorcière, et ça, c'est quand même très présent, ce truc, on va valoriser l'astrologie. Et alors que- c'est vrai que c'est des pratiques qui sont dénigrées souvent parce que féminine et naturelle, tu vois. Donc, Ouais, mais mais moi, je suis d'accord. on peut refuser que ce soit dénigré parce Ouais. que c'est féminin, mais par contre, c'est dénigré parce que Pour des scientifiquement, ça bonnes n'a aucun raisons, sens, quoi, ouais. et ça, on peut pas nier ça, quoi. Ouais. Et je pense que c'est aussi là-dessus, peut-être que je peux faire une petite parenthèse, c'est que du coup, je pense que si jamais Alors, je m'adresse plutôt aux gens du milieu rationnel, du coup, enfin, du milieu esprit critique, tout ça, mais quand on critique, du coup, certaines pratiques qui sont pseudo-scientifiques, je pense qu'il faut pas oublier que des fois, elles sont contextualisées par rapport à un genre ou par rapport à autre chose. Genre, je sais pas, si par exemple, on critique le vaudou, faut pas oublier quand même que c'est inscrit dans certains contextes et dans certaines cultures et que c'est rattaché à certaines catégories de personnes et que du coup, faut pas juste passer outre cet aspect-là et qu'on peut pas... Toutes les critiques ne sont pas égales parce qu'elles s'inscrivent dans des contextes différents. Et de la même manière, je pense que c'est pas tout à fait pareil de critiquer, je sais pas, l'horoscope que de critiquer des trucs qui seraient, on pourrait dire, non-genrés, des pratiques pseudo-scientifiques non-genrées, quoi. une grande légitimité. On va dire que l'identification historiquement construite des femmes du côté de la nature pour les disqualifier. Les femmes ne vont pas faire de politique ou n'auront pas de droit parce qu'elles n'ont pas véritablement une raison au même titre que les hommes et donc elles sont plus du côté de la nature. Elles ne peuvent pas avoir des responsabilités particulières parce qu'elles seraient des femmes et qu'elles ont des enfants et donc c'est en tant que corps biologique plus proche de la nature, etc. Toutes ces raisons-là, toute cette forme d'articulation négative et oppressive des femmes du côté de la nature et inversement, puisque on pourrait dire qu'une grande partie de la destruction de la nature dans toute la modernité et même en amont s'est faite aussi sur des arguments liés à sa féminité ou sa féminisation. C'est un des textes dans l'anthologie qui en parle très bien, qui est celui d'une historienne écoféministe qui s'appelle Caroline Merchant, qui parle de ça, qui explique comment, au moment de la désacralisation de la nature, au tournant de la modernité, finalement, on peut légitimer un type de rapport à la nature beaucoup plus violent, beaucoup plus que l'on a. Je crois que j'ai pas très bien compris en quoi la nature est rapprochée de la féminité. Genre, le fait que la féminité soit rapprochée de la nature, je vois bien, mais Dans le l'inverse, je sais pas discours, trop. Mais ouais, après, là, elle cite un texte, du coup, il faudrait qu'on aille lire le texte. Je pense Mais, qu'elle dit dans le bon. discours ambiant, souvent en fait dans l'idéologie Ah ouais, l'idée, populaire, genre quoi. la mère nature et ce genre de choses. J'imagine qu'elle veut dire que Ouais. dans l'esprit de la plupart des gens, ou dans le vocabulaire, peut-être que sans rendre Oui, compte. ok, J'imagine ouais. que c'est plus dans ce sens qu'elle dit. Ok. Je le comprends comme ça, moi, en tout cas. Là, elle parlait vraiment de construction historique et genre de la féminisation de la nature, en gros. Mais bon, faudrait qu'on aille voir le texte plutôt, ce serait plus On n'avait logique. jamais eu auparavant, et ce, avec des métaphores en permanence, des métaphores féminines. On va aller ouvrir le ventre de la terre, on va aller lui prendre ce qu'il y a à l'intérieur, des métaphores aussi souvent liées un peu au violon, etc. Bref, et face à cette articulation-là, les écoféministes ont un type de réponse qui est radicalement différent de ce qui avait pu être proposé jusqu'à présent. À savoir que, pour aller très très vite évidemment, mais les féministes jusqu'à présent peut-être ont pu, on va dire, jeter l'ensemble de cette articulation. Évidemment que les femmes ne sont pas plus proches de la nature que les hommes, et évidemment que la nature n'est pas plus proche. Et c'est Moi, je serais d'accord avec ça, du coup. pas ce que font les écoféministes. Pourquoi ? Il me semble, en tout cas, c'est en cours. Moi aussi, je pense que j'ai pas fini de comprendre non plus ce qu'elles ont fait, mais moi, les deux points qui m'ont semblé éclaircir ce geste-là tenaient aux choses suivantes, à savoir que rejeter cette identification prenait le risque de se couper d'une grande partie des femmes, puisque toutes les femmes ne sont pas forcément dans un rapport constructiviste ou un rapport super politisé à ces questions-là, et donc évidemment, en tout cas, c'était leur expérience aussi au moment où elles étaient dans ces mouvements antinucléaires. J'ai un peu du mal avec cette stratégie. J'ai envie de dire, si jamais... il faudrait mieux peut-être ramener... Enfin, je vais peut-être te laisser répondre. Je pense qu'on va dire la même chose. Mais il faudrait peut-être, au lieu de vouloir se rapprocher de la nature pour se rapprocher des femmes qui ne sont pas dans une dynamique constructiviste, etc., peut-être qu'il vaudrait mieux apporter des connaissances sur le constructivisme
à cette catégorie-là. Alors sans vouloir imposer un mode de pensée ou quoi, mais peut-être que donner des clés de compréhension de comment nous on voit les choses, si on pense que cette façon de voir les choses est plus pertinente, c'est peut-être plus cohérent que... Alors, j'allais pas dire ça, parce que à la fois je suis d'accord que évidemment je préférerais que idéalement que tout le monde on apporte des connaissances justes sur le monde, une approche rationnelle et du Oui, coup je dis pas que c'est simple, hein, que- mais... évidemment je préférerais que tout le mouvement féministe soit matérialiste. Enfin, je préférerais que tout le monde entier soit féministe et matérialiste. Enfin, je pourrais dire ça, mais ce qu'elle veut dire c'est que ça ne va pas parler à tout le monde. Moi je le comprends. Et là moi j'ai l'impression qu'elle parle d'une perspective stratégique qui est ce discours constructiviste, ce discours de dire, de détacher, de rejeter l'idée de nature, de dire ben non, on n'est pas plus proche de la nature, ça fait pas sens. Et ben, Ouais, elle dit il y a des gens qui savent pas parler, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Et du coup, pour faire des ponts avec ces gens-là, avoir un discours qui soit un peu plus. Qui va leur parler à ces gens, Ouais, moi je serais d'accord, mais du coup... peut-être ça peut se tenir d'un point de vue stratégique. Ouais. Ça, c'est une autre question. Mais du coup, fonder un mouvement là-dessus, Ben- en fait, il y a un gap entre juste avoir des ponts stratégiques et essayer de trouver des choses qui rapprochent certains groupes d'autres, et fonder un mouvement là-dessus en disant, en fonder un mouvement là-dessus en fait. Ben, je pense on pourrait, pour aller encore plus loin là-dessus, je pense qu'on pourrait prendre un exemple concret qui serait dans le milieu écolo. Comment tu fais si, idéalement, je pense que ça serait bien d'avoir une approche rigoureuse dans tout le mouvement écolo. Et ouais, il faudrait faire progresser, à faire plus de vidéos bien carrées. Je pense aux vidéos parce qu'il y a pas mal de trucs un peu d'écologie sceptique sur YouTube, mais, ou même de manière générale faire de la com là-dessus. Sauf que le réseau, à la fois sceptique dans le sens scepticisme scientifique et écolo, je pense qu'il est petit comparé à l'écologie politique. Et peut-être que si tu veux parler à tous les écolos, est-ce que ton discours pro-nucléaire, pro-OGM et du coup qui nuance plein de trucs et qui va à l'encontre de beaucoup de croyances dans le milieu écolo, bah, c'est sûr que ça va pas parler à tout le monde. Ouais. Du coup, ça pourrait être une question stratégique intéressante de Oui, je suis à quel point il faut d'accord, faire des concessions sur certains trucs rationnels. Oui, mais du coup, pour à ce parler à moment-là, plus de tu monde vas pas et faire avancer le monter mouvement. un mouvement anti-écolo pour ramener ces gens-là. Bah, Tu vas pas aller je à préférerais pas, l'encontre. mais Et là, en fait, ce serait le cas avec l'idée de passer d'un truc constructiviste à un truc de ok, on arrête de rejeter la nature et de dissocier nature et femme, mais on se réapproprie le truc. C'est vraiment un virement du tout au tout, quoi. ouais, Donc, mais moi, ce que ouais, je dis, je pense que moi, je me considère pas calé en stratégie ou Ouais, quoi, non, donc je vais c'est pas pas te rendre la question. Je dis juste que si, Mais ok, ouais, si je elle vois pose ce ça que tu dans veux le sens d'un truc stratégique, je comprends que la question se pose ainsi, quoi. Ça me paraît pas déconnant, juste je le formulerai comme ça, quoi. Le but, c'est pas de faire des concessions, c'est de rendre les gens rationnels. Ben, idéalement, ouais, mais je pense que la question, c'est Ouais. si on ne peut pas le faire, est-ce que concéder certains points pour parler à plus de gens et faire avancer le mouvement, est-ce qu'il vaut mieux un mouvement plus nombreux et plus actif, quitte à ce qu'il y ait certains trucs un peu plus étranges, Bancal. disons, ou bancal, peut-être intellectuellement pas très rigoureux, mais qui n'empêche ça avance, qu'un truc, ok, très solide théoriquement, mais qui avance moins. À voir, en fait. Je pense que c'est peut-être du cas par cas. Bon, Beaucoup de femmes pouvaient avoir un type de discours, un type de langage qui pouvait être proche de ce qu'on aurait pu, de ce qu'on pourrait supposer ou prêter à un discours qui relèverait d'une forme d'oppression, de patriarcat, etc. Et elle s'est dit, mais c'est pas possible qu'un mouvement féministe se construise en se coupant de la majorité des femmes. Donc il faut trouver une façon de désarticuler ou de réarticuler cette affaire-là qui ne se coupe pas d'elle. Et la seconde raison, évidemment, qui est peut-être plus évidente, mais qui est tout aussi décisive à mon sens, c'est leur attachement forcément aux questions environnementales. Et peut-être que si les féministes ont pu à un moment donné se couper de cette articulation-là, c'est que finalement elles s'intéressaient et c'est pas rien, à l'émancipation des femmes, mais sans avoir forcément nécessairement d'intérêt particulier pour les questions environnementales. Et pour elles dire, non, les femmes ne sont pas du côté de la nature, on va jeter, ou alors on va séparer les deux. Alors certes, on pourrait dire on sauve les femmes de cette façon-là, on va les dénaturaliser, sauf que évidemment, au moment où on dit ça, on entend au même moment, a priori, le fait qu'on a une conception, on pourrait dire pour le coup négative ou naturalisante de la nature. Alors, je ne sais pas si je suis très claire de cette façon-là. Et donc, ce qui les intéressait, c'était de reclaim à la fois tout ce qui a été mis du côté des femmes historiquement, sociologiquement, à savoir la question des émotions. En fait, moi, je serais d'accord avec ce discours si jamais la nature était quelque chose de défini et que je considérais injustement dévalorisé. Effectivement, dans ce cas-là, je suis d'accord sur le fait que ce serait injuste, en gros, de laisser cette catégorie-là sur le bord de la route pour soi-même se valoriser, quoi. C'est un peu les critiques des fois qui sont faites, bon alors c'est à une autre échelle, hein, mais en gros qui sont faites dans les milieux LGBT et notamment les milieux gays, de dire, c'est ce qu'on appelle, je sais pas si ça va parler à des gens, mais c'est ce qu'on appelle la folophobie. Je crois que c'est ça, folophobie. En gros, c'est l'idée de les mecs gays qui sont plus ou moins dans les standards masculins, ils rejettent les mecs gays qui sont trop efféminés, c'est ce qu'on appelle les folles dans le milieu, et genre ça a été réapproprié, mais bon à la base c'est une insulte. Et du coup, en dénigrant les mecs trop efféminés, les mauvais gays en fait, ils se revalorisent eux-mêmes en disant ok, nous on est gays, mais
on est quand même un peu normaux, tu vois. Et là, c'est un peu... effectivement, je serais d'accord si jamais c'était quelque chose de cet enjeu-là, quoi. Mais le fait est que quand on laisse la nature sur le côté, en fait, c'est pas clair qu'est-ce qu'on laisse sur le côté. Et du coup, il n'y a pas d'argument pour dire qu'il faudrait le revaloriser, quoi. Tant que c'est pas défini, on sait pas de quoi on parle. Je rebondis sur les derniers commentaires. Donc, Stop Cruauté Animale, tu dis si ton mouvement de masse n'est pas rationnel, il est vulnérable à la première bêtise qu'il entend. Globalement, moi, je suis très d'accord. Moi, c'est vrai que je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que moi, je préfère évidemment ne pas faire de concessions là-dessus. Et notamment sur le mouvement écolo et sur le mouvement aussi antispéciste, j'ai vraiment la préférence qu'on évite tous les arguments fallacieux, tout ça. Enfin, même sur les autres mouvements aussi, mais bref. Et du coup, je suis d'accord, ça crée des failles. C'est-à-dire qu'on peut facilement nous reprocher des trucs si on a un discours pas carré. Après, on peut plus facilement se faire tacler, se faire décrédibiliser. Et je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que moi, je pense que, enfin, je suis d'accord, mais à la fois, ce que je veux dire en concédant le point, c'est que je peux pas affirmer que stratégiquement, il faut jamais concéder certains trucs pour faire un mouvement à plus large échelle, quoi. Je voudrais juste nuancer le truc en disant, moi j'ai ce parti pris comme toi, mais je sais pas à quel point je peux vraiment affirmer qu'il faudrait que tout le monde fasse ça, quoi. De quoi? À quel point c'est réalisable, quoi. Ben ouais, à quel point c'est réalisable. Est-ce que si tous les mouvements écolos faisaient ça, est-ce que ça serait vraiment mieux? Peut-être que oui, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr d'avoir les arguments pour le certifier. T'es pas obligé de concéder quoi que ce soit pour convaincre quelqu'un de quelque chose. Pour convaincre, peut-être pas. Moi, j'imagine, de ce que j'en comprends, c'est plus pour mobiliser beaucoup de gens. Parce qu'il y a des gens qui auront une manière différente de faire les choses. Et l'idée, c'est pas forcément de les convaincre, mais il faut surtout les mobiliser quand on est vraiment dans l'action. Et comment tu mobilises des gens, c'est des fois faire des concessions. Mais bon, ça me pose aussi souci de faire certaines concessions. En tout cas, je dis un débat peut-être qu'il faut se poser, qui est peut-être un peu complexe, je pense. Et il y avait un autre commentaire que je voulais réagir. Quelqu'un, tu disais, Léo, dans le premier live, il parlait d'excès scientiste opposé au bon sens commun. Je pense que quand Léo parlait de science, lui, il a vraiment une posture anti-science qui est 100% contestable, on va dire. Autant, là, je discutais peut-être qu'il y avait peut-être quelque chose de pertinent, de gens qui sont quand même pro-science, mais qui disent, ok, peut-être que sur certains points, on va être un peu plus souple. La posture anti-science de Léo, non, pour moi, ça passe vraiment pas. C'est pas défendable. Il y avait le commentaire de, mais ça existe dans tous les milieux, aux communautés, le fait de mettre des gens à l'écart pour se valoriser. Ouais, ça a même un nom, je m'en souviens plus, mais ça a un nom, cette stratégie. Tu parles de l'effet brebis galeuse? Non, il y a un autre nom. Il y a un autre nom utilisé en politique, en tout cas, qui se rapporte à ça. J'ai plus le terme en tête. Mais oui, ça existe. Je pense que je suis assez d'accord. Enfin, c'est très répandu, mais c'est pas pour autant que c'est une bonne chose et que ça devrait être une stratégie, tolérable. Mais pour dire que c'est pas une stratégie tolérable, il faudrait dire que effectivement, il faudrait pas mettre à l'écart ces individus. Enfin, que en gros, il y a pas de raison de les mettre à l'écart. Et là, dans le cas de mettre la nature à l'écart, et encore une fois, on ne sait pas de quoi on parle quand on dit la nature. Du coup, moi, j'ai vraiment du mal avec ce manque de regard critique sur le concept même de nature qui est pourtant au fondement, en fait, en tout cas, du discours écoféministe qu'on entend ici, quoi. Un exemple que je pourrais trouver intéressant pour illustrer à quel point on peut concéder certains points, ça serait par exemple le parti de la REV, la Révolution écologique pour le vivant. Moi, forcément, je défends juste le scientisme. Je pense que le scientisme, ça se défend très bien. Et le postulat de la rêve, c'est d'avoir un truc un peu pluriel où on défend le scientisme, on défend les êtres entiers, mais on défend aussi le vivant et on défend aussi la nature. Donc on est à la fois écocentriste, biocentriste et scientiste. Si c'est pas clair, je vous renvoie vers mes vidéos sur l'éthique environnementale. J'ai dit ma vidéo, pardon. Bref. Et on peut leur dire, moi je préférais que ce soit juste scientiste, mais est-ce que pour parler à tous les écolos qui sont peut-être touchés par des discours environnementaux qui soient pas forcément, enfin qui sont pas sur le vivant, ouais, sur le vivant, le truc un peu même vivant, la nature, typiquement. la nature, le vivant, cette défense de la nature du vivant qui est très large. Est-ce que c'est peut-être plus stratégique de leur part, même si dans le fond j'ai peut-être des désaccords, mais le fait qu'ils aient cette approche plurielle, c'est peut-être plus facile de construire un mouvement à grande échelle en faisant ce genre de concessions, quoi, j'imagine. Enfin, pour eux, c'est peut-être pas des concessions parce qu'ils sont sûrement d'accord, mais sentientiste, c'est le fait de défendre tous les êtres sentients. En gros, les êtres qui ont des émotions, des ressentis positifs ou négatifs, à qui on peut nuire. Genre, on peut nuire à un individu sentient, genre un chat, si tu coupes la queue d'un chat, il va souffrir. Si tu jettes une pierre, tu vas pas lui faire grand-chose. Voilà. Si ça te parle pas trop, je t'invite à aller voir ma chaîne, du coup, si tu veux plein de trucs sur la sentience, sur l'éthique ou sur ce que c'est la sentience aussi, il y a plein de contenu là-dessus. Il y a une playlist sentience et sentientisme, voilà, tu auras plein d'infos sur ma chaîne. On va reprendre. Et si tu veux aussi, j'ai un compte Instagram où je fais du contenu très bien, sur le sujet. Je sais pas quel format tu préfères, mais voilà, il y a aussi le compte. Ton compte c'est Réfuté, ouais. Sur Réfuté sur Instagram, effectivement, si tu veux plutôt des trucs sur la sentience ou sentience, antispécisme, tout ça, il y aura pas mal de trucs sur son compte, ouais. La question du soin, de l'attention, considérant que c'était pas forcément des choses qui relevaient des femmes par essence,
En revanche, c'est un ensemble de pratiques politiques, individuelles, personnelles, qui étaient absolument fondamentales pour changer le monde. Et d'autre part, évidemment, reclaim la nature parce qu'elles considèrent qu'elles font partie de ce monde-là et qu'elles sont dans un mouvement environnemental qui est complètement sidéré par la destruction du monde et qui cherche à transformer aussi notre façon d'avoir une prise sur cette question-là. Est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est une façon aussi de vouloir retourner un double stigmate, c'est-à-dire le stigmate de la femme, ou en tout cas ce que le patriarcat en a fait, la femme comme être inférieure et dominée, et les stigmates rattachés à la nature vue par la modernité comme effectivement quelque chose de contingent, dont il faut se protéger, voire se débarrasser. Oui, on peut tout à fait le dire comme ça, mais le fait d'insister dessus montre toute la complexité du problème. D'une certaine manière, ce qu'elles ont pu dire de cette façon-là, même si encore une fois, ce ne sont pas du tout des textes académiques ou particulièrement théoriques, donc ce n'est pas exactement leur propos en tant que tel de faire ce genre de discussion académique, mais par rapport à d'autres féministes, l'une d'entre elles, qui s'appelle Ariel Saleh, qui est une écoféministe australienne, qui a un texte aussi dans l'anthologie, le dit, je trouve remarquablement bien, à savoir que en fait, les femmes sont dans une sorte de double bind, elle dit. À savoir que si on veut s'émanciper, alors on est obligé de se couper de soi-même, de son corps et de la nature, ou alors si on ne veut pas s'en couper, alors on se retrouve à soi-disant être aliéné. Comment on fait pour à la fois souhaiter lutter culturellement, politiquement, etc., pour une émancipation et un rapport à la nature qui ne soit pas un rapport de destruction, tout en ne se coupant pas physiquement, émotionnellement, de soi-même, de son corps, comme aussi du monde vivant dans lequel on est et auquel on appartient. Alors on entend bien à la fois dans ce que vous dites là et dans ce que vous écrivez dans l'introduction que donc, dans tous ces textes et dans tous ces mouvements, il y a une critique forte du capitalisme, du patriarcat, du productivisme, de différentes manières. Mais est-ce que pour autant vous diriez que ces écoféministes défendent un autre système, une autre manière d'organiser le monde? Elles critiquent des systèmes de pouvoir. Est-ce qu'elles proposent une alternative? Est-ce qu'elles ont en commun de proposer une alternative à ces systèmes de pouvoir qu'elles critiquent? Je ne sais pas très bien répondre à cette question. Je dirais à la fois... votre question me fait penser à une citation de l'une d'entre elles qui s'appelle Starwock, qui est une des grandes activistes écoféministes de ce mouvement-là, et qui disait dans je ne sais plus quel texte, mais je crois que c'était dans Révél obscur, que les écoféministes ne cherchaient pas à prendre le pouvoir, mais qu'elle cherchait à se débarrasser du type de pouvoir de ceux qui étaient au pouvoir. Et donc, en ce sens-là, c'est une façon de répondre en partie par la négative à votre question. D'un autre côté, que ce soit à travers, on va dire, tout l'imaginaire qui a accompagné et qui accompagne encore l'écoféministe, c'est-à-dire, quand je dis imaginaire, c'est aussi bien le type de vision qu'elle pouvait avoir dans une culture des années 70, qu'elle pouvait essayer de produire ensemble, mais aussi dans tous les textes qui ne sont pas du tout, qui font pas du tout partie de cette anthologie, mais qui font partie de ce mouvement-là, qui sont des textes de fiction, de science-fiction notamment. Il y a plein de textes de science-fiction écoféministes qui ont été écrits notamment en partie par les mêmes, et qui sont des textes qu'il faut prendre au sérieux théoriquement et politiquement au même titre que les autres, puisque c'est une façon de renouveler justement l'imaginaire d'un autre type d'organisation sociale, d'un autre... Tu veux mettre pause? Non, c'était peut-être des trucs à dire ou comment ça va? Je pense pas, et toi? Okay, non, Pardon, toi aussi je croyais que tu voulais mettre pause. Un autre type d'éthique, un autre type de politique, etc. Qu'en ce sens-là, voilà, on pourrait aussi aller de ce côté-là pour considérer que, clairement, il faut penser à un autre monde. Alors on va continuer notre balade dans cet imaginaire écoféministe avec la lecture d'un deuxième extrait de texte, un texte qui s'appelle « Une question stupide » et qui a été écrit par Suzanne Sachs. Quelle imagination a pu inventer l'infrastructure de la vigne, la révolte de l'herbe contre le ciment, la rébellion du pissenlit? Quelle force ébranle les murs jusqu'à les fissurer, ou fait repousser les branches des arbres lorsqu'elles ont été coupées? Qui dissimule les passages entre la mort et la naissance? Qui mène la révolution de la terre? Enquêter sur les marguerites qui envahissent les pelouses, ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire. Accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière. Arrêter la mouette pour vol illégal. Décréter une frontière pour enfermer la mer. Demander à une montagne de modifier son altitude. Essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer. Alors c'est un court extrait, en plus j'en ai retiré un paragraphe pour que ça ne dure pas trop longtemps. Moi ça ne m'a pas trop parlé, mais... Moi non plus, mais je suis pas très fan des textes poésie comme ça, mais bon, c'est plus de la sensibilité personnelle que vraiment de... Ouais, bon, on va voir ce qu'elle va en dire. Oui, mais ce texte, Émilie H., pourquoi l'avoir choisi dans cette anthologie écoféministe? Parce que, pour réinsister sur, tout d'abord très rapidement sur la première question que vous m'avez posée au départ, c'est que je tenais vraiment à ce que cette anthologie soit nourrie. C'est que dans son texte, elle prête des intentions à des entités non sentientes, donc typiquement les montagnes, la mer, etc., en faisant le parallèle avec les femmes ou la mouette, par exemple. Du coup, moi je suis pas très fan de ce truc de personnification des éléments non sentients, en fait. Je suis pas... c'est un type de discours qui me parle pas, quoi.
Ouais, en fait, moi, j'ai pas bien saisi si ça prêtait des intentions. J'ai pas Bah, le l'impression fait que de ce soit ça. faire Moi, le... de ce que j'en. Moi, c'est plus le fait de faire le parallèle, Ouais. mais bon. Moi, j'ai l'impression que c'était pour dire, voilà, dans le sens, pour essayer de, je sais pas, d'empêcher la montagne de faire tel truc, que c'était impossible. Et c'était pour dire, tout ça, c'était une métaphore pour dire que c'était impossible de laisser une Ouais. femme s'exprimer. Je l'ai compris comme ça. Oui, moi aussi, mais du coup, il y a un peu, Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une intention qui est prêtée. Mais bon, Mais du coup, après, le truc, c'est que les j'ai pas bien interprétations des saisi poèmes, parce c'est que pas... empêcher une femme de s'exprimer, si c'est d'un point de vue, c'est impossible d'un point de vue factuel, ben si, je pense que Non, mais tous les jours, on empêche des je femmes pense de que c'est s'exprimer. pour dire qu'il y a mal une... compris. Bah, je pense que c'est pour dire, on est forte, regardez, on ne se laissera... Enfin, vous pourrez pas nous empêcher de parler, en fait. Dans ce sens-là, ah Je oui, pense que ok, c'est plus ouais. dans ce sens-là, dans le sens une forme d'expression de sa puissance, quoi. Ok. De textes, de poèmes, qui font intégralement partie, encore une fois, de cette tradition-là. Il n'y a pas, je crois, pas une seule anthologie de textes écoféministes que j'ai pu lire en langue anglaise, sauf une ou deux. Toutes ces anthologies sont nourries de ces poèmes ou de petites nouvelles de fiction, au milieu des textes, théoriques, mais aussi de textes en effet en partie thérapeutiques. Voilà, il y a une vraie volonté de transdisciplinaire, si on veut, pour essayer de répondre à la question qui est, on pourrait dire de cette façon-là, la question telle qu'elle la pose, ça serait comment on en est arrivé là et comment on peut faire pour en sortir. Et c'est pas simplement en allant chercher un petit bout de philosophie ou un petit bout de je sais pas quoi, on va pouvoir s'en sortir pour elle, mais c'est vraiment en essayant de repenser l'ensemble et la totalité de notre culture, et notamment pour elle ce point qui est structurant dans notre culture occidentale, avec tous les guillemets qu'il faut mettre, à savoir ce dualisme nature-culture, et que l'on peut décliner évidemment de manière quasi infinie, à savoir d'un côté les femmes, de l'autre côté les hommes, d'un côté les émotions, de l'autre côté la raison, etc., etc. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans le poème que vous avez cité, elle parle, je crois, elle utilise ce terme de tisser. Oui. Et qui est, alors ça c'est tisser la toile, tisser des liens, c'est quelque chose qui revient aussi bien dans... Juste pour préciser, comme elle le dit, c'est valable, c'est déclinable sur plein de trucs. Et dedans, je pense qu'on peut inclure évidemment les animaux qui sont rattachés très clairement du côté de la nature, qui sont d'ailleurs même des fois au sein même des milieux écologistes de gauche qui sont fondus totalement dans la nature. Alors quand on parle de la nature, en fait, on inclut les animaux dedans, ce qui pour moi est un discours qui est vraiment problématique, quoi. Et puis évidemment les personnes racisées, typiquement quand on rattache tous les processus d'animalisation en fait, où on rattache je sais pas, par exemple les femmes noires c'est des tigresses ou des gazelles ou ce genre de choses, C'est l'animalisation des individus plus. Ouais, les noirs oui, c'est ce que j'ai dit. Pardon, oui. Du coup les noirs c'est des sauvages, il y a vraiment ce truc là de rattacher à la nature. Et du coup ouais, c'était juste pour préciser que effectivement c'est pour donner des exemples que ça s'applique à d'autres groupes sociaux. C'est vrai qu'il y a ce truc quand on parle d'autres populations, de dire les populations sont plus proches de cette vision que nous, on est moins proche de la nature, et que certaines populations, je sais pas, certaines tribus ou quoi, ils vont être plus proches de la nature. Il y a cette vision qui peut vite avoir une dérive raciste, quoi. Faire gaffe avec ça. Et après, ça me fait penser à ce que tu disais, la nature, l'amalgame entre les animaux et la nature. C'est vrai que c'est souvent qu'on amalgame aussi la défense de l'environnement avec la défense des animaux, quoi. Et il y a ce truc qu'on dit, ça me fait penser à la conférence de Cédric Stolz sur comment le respect de la nature nuit aux animaux. Voilà, un titre provocateur, mais c'est une très très bonne conf. Et il y a un bon article aussi. Et il y a un moment où il critique ce terme de la nature reprend ses droits, où en fait c'est juste c'est des animaux qui reviennent en ville, quoi, pendant le Covid. Tu vois, par exemple, voilà, pour parler d'animaux, on amalgame, il explique bien cet amalgame qu'il y a entre les animaux, la nature, tout ça. Je vais plus la recommandation d'articles et de conférences. Dans les textes écoféministes que dans les actions politiques écoféministes. Et il me semble que Suzanne Sachs était une militante féministe radicale qui a été aussi emprisonnée par ailleurs parce qu'elle a braqué une banque et qu'elle a, je pense, écrit ce texte pendant une part. Elle était recherchée par le FBI pendant plusieurs années, elle s'est donc cachée, a priori dans des communautés féministes lesbiennes radicales, et c'est peut-être dans ces moments-là qu'elle a écrit ce texte-là. Où elle s'adresse en fait à un agent du FBI, potentiellement, qui chercherait à connaître qui est la chef de ton réseau. Voilà, et elle parle de ça, et c'est tout à fait, c'était tout à fait typique de ce mouvement-là dans tout son bouillonnement. Ça me fait penser notamment à une des grandes actions. Par contre, peut-être que pour un truc que je trouve assez positif dans le mouvement écoféministe, c'est que c'est, comme elle le disait au début, c'est que c'est je sais pas comment dire ça, mais un mouvement quoi, un mouvement d'action. Et je trouve que c'est assez chouette. Il y a eu pas mal d'actions directes, de communautés, vraiment des trucs concrets sur le terrain, quoi. Et c'est comme ça que s'est construit le mouvement, et ça je trouve que c'est un truc que je trouve c'est assez chouette, le fait d'avoir des actions directes et concrètes, des engagements concrets, quoi. Du coup, Constantin, pourquoi ça nous dérange d'amalgamer animaux et nature? De la même manière que c'est gênant d'amalgamer les femmes à la nature ou je sais pas, les noirs à la nature, enfin en fait de naturaliser n'importe quelle population ou quel groupe social. Comme la nature est déjà méprisée, la nature en tant que concept, qu'on sait pas vraiment ce que c'est,
est déjà méprisé, c'est un moyen de mépriser d'autant plus ces groupes et de justifier leur exploitation, quoi. Et surtout, ça ne prend pas en compte les individus. Et du coup, dans les différentes perspectives, il peut y avoir des fois des désaccords, ou du moins je sais pas comment exprimer ça, mais par exemple, si le but c'est de protéger par exemple les espèces, alors on en arrive à avoir des comportements vis-à-vis des individus sentients qui me semblent assez problématiques. Typiquement, pour protéger une espèce, on va enfermer des individus dans un zoo, les forcer à se reproduire et ainsi de suite. Donc il peut y avoir des... Enfin, je pense qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on défend en fait, c'est quoi, pour qui on lutte, qui c'est qu'on veut défendre, qui c'est dont on veut préserver la vie, etc. Parce que sinon on peut en arriver à des situations comme ça où ça va se faire au détriment d'individus sentients. Je sais pas si c'était extrêmement clair, t'avais l'air de l'avoir fait un truc. Ouais, en tout cas, par rapport là, tu parlais de l'exploitation, mais même dans la perspective plus écologiste qui pourrait être plus bienveillante, cet amalgame, c'est qu'en fait, l'environnement, on va dire, les individus, en fait, ils ont une valeur intrinsèque et c'est pas, qui n'est pas comparable à la valeur de. Oui, c'est pas comparable à la valeur de l'environnement. C'est-à-dire quand on dit la nature reprend ses droits, c'est de quoi on parle. En fait, soit la nature, c'est un peu tout, mais du coup, pourquoi nous. Enfin, bon, bref, tout dépend comment on définit la nature, mais c'est souvent un terme. C'est pour ça, comme je ne sais pas si t'es arrivé là, mais voilà, nous, on part du principe qu'on peut se passer de ce terme, ça ne fait que rendre un peu flou les. Et du coup, par exemple, pour expliquer bien ce qui pose problème avec l'idée même plus largement de la défense de la nature, c'est que ouais, il faut que j'explique ce que c'est les valeurs intrinsèques. La valeur intrinsèque, c'est ce qui a la valeur en soi. Genre, une forêt, elle n'a pas une valeur intrinsèque. Genre, ou un lac, il n'a pas une valeur intrinsèque. C'est pas très. Ce qui fait que c'est grave de polluer un lac, c'est parce qu'il y a des poissons dedans qui vont en mourir. Les individus qui vont boire l'eau de ce lac, ils vont en souffrir. Mais c'est pas le lac en lui-même. Voilà. Et du coup, faire attention, c'est que dans une perspective scientiste, qui est je pense que si vous voyez sur ma vidéo sur l'éthique environnementale, j'explique pourquoi l'écologie scientiste défend mieux que l'écocentrisme, par exemple, qui voudrait défendre la nature. Voilà, c'est souvent on anthropomorphisme un peu la nature. On a cette idée d'espèce comme si on pouvait nuire à la nature. De quoi ? Et dans tout harmonieux aussi. Ouais. Et ouais, alors que bon, la nature elle n'est pas si harmonieuse, mais en tout cas, voilà, cette idée que la nature serait bonne en soi, bon, la nature c'est pas une personne, on peut pas nuire à la nature, ça fait pas trop sens, on peut nuire à des individus, et c'est important de bien distinguer ça, quoi. C'est ça, en fait, pour reprendre là, si je recite Cédric Stolz, dans sa conf, quand il parle le problème de la nature reprend ses droits, ils disent dans cette vision, c'est les individus, ils deviennent ils formulent bien, ça devient en fait les rouages d'un écosystème, c'est-à-dire que la valeur, ils n'ont pas la valeur en eux-mêmes, ils ont une valeur parce que ils font tourner cette grosse machine et ça serait apparemment très bien dans la perspective écocentriste de faire tourner cette machine. Ok, tout tourne, l'écosystème est équilibré. Voilà, c'est le fameux truc de l'équilibre des écosystèmes. Ok, c'est équilibré, très bien. Mais est-ce que les individus qui sont dedans, ils vivent bien ? Est-ce que et on se pose, voilà, on n'est pas sur du coup le bien-être des individus, alors que quand on s'intéresse au bien-être des individus, bon, est-ce que c'est équilibré ou pas ? Si c'est équilibré et que ça permet le bien-être des individus, c'est cool. Mais si t'as un truc hyper bien équilibré, mais que c'est un monde complètement affreux, bon, pour l'équilibre, c'est peut-être pas le bien en soi, quoi. C'est des trucs de Léo d'ailleurs, exactement, effectivement. Lui, là, il défendait effectivement une vision écocentriste. Pour faire un parallèle, je sais pas si ça va être plus parlant ou pas, mais on peut faire un parallèle avec le capitalisme. En gros, dans le système capitaliste, on peut dire que les individus humains, en l'occurrence, mais pas que, ils ont une valeur instrumentale. En gros, c'est des pions utilisés par le capitalisme pour faire fonctionner ce système et pour, on pourrait dire, équilibrer le système, en fait, genre pour avoir un fonctionnement continu du système. Mais les individus en tant que tels, aux yeux du capitalisme, n'ont pas une valeur pour eux-mêmes. C'est juste des outils du capitalisme. Et en fait, l'idée dans la critique du capitalisme, c'est en partie de dire que, non, en fait, chaque individu compte pour ce qu'il est, et c'est pas un outil du capitalisme, ça se résume pas à ça, il a une valeur, du coup une valeur intrinsèque, une valeur propre. Sa vie compte pour lui-même, quoi. Du coup c'est ça, cette distinction qui est assez fondamentale entre valeur intrinsèque et valeur instrumentale. Écoféministe qui est peut-être la plus célèbre, en tout cas une de celles qui donne vraiment le ton à ce mouvement-là, qui était une action qui s'est appelée la Women's Pentagon Action, qui a eu lieu en novembre 1980, pour la première, et qui donc était suite à une conférence de plusieurs de ces femmes-là, qui a donné lieu à un texte absolument incroyable qui s'appelle une déclaration d'unité, dans lequel elles expriment tout ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles ne souhaitent plus, comme monde, comme rapport aux autres, comme rapport aux vivants, comme rapport aux émotions, etc. Donc cette grande action écoféministe, dans laquelle elles se sont retrouvées finalement 2000, ce qui n'est pas complètement rien, je souhaiterais aujourd'hui qu'on soit à 2000 à une action écoféministe en France, à aller encercler le Pentagone, donc le lieu par excellence du pouvoir militaire, et cette action était ponctuée par différentes étapes.
dans lequel elles ont mis l'accent sur la question des émotions, parce qu'il y avait une étape ponctuée par des grandes marionnettes qui symbolisaient, qui exprimaient un petit peu les différents moments de cette action-là. Il y avait d'abord l'étape du deuil, dans lequel elle se recueillait auprès de toutes les femmes mortes de cette culture mortifère. Ensuite, une seconde étape qui était l'étape de la colère, puis l'étape d'empowerment, et enfin l'étape de défi. Et dans l'étape de défi, elle tisse avec du fil de laine, comme on utilise pour tricoter des pulls, ou avec du fil qu'on utilise pour enrober des paquets pour la poste, etc. Les portes du Pentagone, avant même d'avoir au départ tissé entre les portes du Pentagone, parce qu'il y en a, je crois, 5, enfin j'imagine 5 grosses portes, parce que ça fait Pentagone, ça fait 5, c'est ça, dans lesquelles elles accrochent tout le long du Pentagone, tout ce à quoi... Là, c'est un peu long l'anecdote, mais le fait qu'elles enroulent le truc avec du fil de laine, je trouve que ça en dit long. C'est une anecdote, du coup c'est peut-être pas représentatif du mouvement en tant que tel, mais ça en dit long sur la place des autres animaux en fait. Il y a une critique de... Enfin, il y a ce truc-là de on reclaim la nature et tout, mais en fait les animaux ils sont toujours, même s'ils sont traditionnellement considérés comme quelque chose qui fait partie de la nature, en fait ils sont toujours dévalorisés, ils sont toujours méprisés, y compris dans ces groupes-là. Et je trouve que là-dessus il y a vraiment une incohérence dans le fait d'utiliser des produits qui sont issus de l'exploitation animale pour mener des actions écoféministes. Je trouve que ça démontre en tout cas une non prise en compte totale de l'exploitation, enfin de l'oppression spéciste, quoi. Donc là-dessus, et comme je suis antispéciste et scientiste, ça me pose assez problème qu'il n'y ait pas cette prise en compte-là en tout cas dans cette partie, parce que je ne sais pas si c'est représentatif, mais dans cette partie du mouvement écoféministe. Elles tiennent, qui pour elles comptent plus que ce pouvoir-là, à savoir aussi bien des images de nature, des photos de leurs enfants, des photos de personnes, etc. et qu'elles utilisent avec ce fameux fil qui est une façon aussi très simple, très poétique de revenir de retisser ensemble tout ce que ce dualisme, cette culture de la mise à distance et du dualiste a séparé. On peut citer d'ailleurs à cette occasion un autre mouvement, alors qui lui avait eu lieu en Angleterre, qui est celui de Greenham Common, qui a été l'occupation pendant près de 20 ans par des femmes d'un camp militaire où étaient stockés potentiellement des missiles, en pleine guerre froide également, et qui a fait également l'objet d'un livre dans la même collection que vous publiez votre anthologie, la collection Sorcières des éditions Cambourakis. Et cet autre livre sur Greenham Common s'appelle « Des femmes contre des missiles ». Je ne sais pas si ces femmes se considéraient comme des écoféministes, mais en tout cas, on voit qu'on est dans un imaginaire commun. Et d'ailleurs, elles aussi, à certains moments, ont tissé, si je me souviens bien, des toiles d'araignée, en quelque sorte, sur les murs et les grilles de la base militaire qu'elles combattaient. Alors, il y a quand même un aspect qu'on n'a pas évoqué autour de l'écoféminisme. Là, ça va me venir le fait de parler de stratégie et tout, de proposer une stratégie qui serait autre que la stratégie politique dominante, qui est dans un truc très quasi violent, ou du moins qui est très dans l'action directe, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas qui est pas sur ce mode un peu artistique, qui est quand même, j'ai l'impression, assez présent dans l'écoféminisme. Je trouve ça assez intéressant, et je pense qu'intuitivement, on a tendance à un peu le mépriser facilement en disant que c'est un peu enfantin ou je ne sais quoi. Mais ouais, voilà, je pense que c'est intéressant. Mais c'est toujours la question stratégique, c'est à quel point c'est efficace, quoi. Et ce serait intéressant d'avoir des données sur qu'est-ce que produisent ces actions-là comparativement à des actions plus hégémoniques, quoi. Bon, après, c'est toujours très compliqué les questions de savoir quel impact a une action. Mais voilà, bon, c'était juste une réflexion sur la stratégie un peu random. Qu'à présent, Émile Yach, et c'est ce que vous décrivez assez longuement et expliquez assez longuement dans votre introduction, c'est le fait que ça a aussi été un mouvement extrêmement critiqué. Un courant intellectuel et un mouvement politique, vous dites rarement des courants ont été aussi critiqués que l'écoféminisme l'a été. Pourquoi une telle haine contre ces écoféministes et quels étaient les ressorts principaux de ces critiques? Je dis ça effectivement, mais je le dis du point de vue de l'académie. Avant cela, je dirais qu'avant d'avoir subi un certain nombre de critiques sur lesquelles évidemment je vais revenir, il a été... je dirais plus largement ignoré, ce qui est une autre forme de violence qu'on peut également lui faire, et c'est pas le seul. Enfin, il y a d'autres mouvements, un autre dont je parle aussi, qui est un mouvement contemporain aussi, donc qui fait partie de cette sphère plus large féministe qui serait ce qui s'est appelé le mouvement des Women's Land, de ces communautés de femmes lesbiennes qui allaient dans le monde rural, avec un geste séparatiste très fort, qui est complètement passé à la trappe de nos mémoires. Donc, dans un premier temps, il me semble je dirais plutôt que le premier type de critique, c'est une forme d'ignorance crasse, mais qui s'explique aussi par, il me semble, beaucoup de facteurs liés de manière générale à tous ces mouvements féministes dont on a du mal à avoir, qui posent la question de la transmission de manière plus générale des mouvements féministes.
Ensuite, en effet, il a été, alors comment le dire de façon simple, peut-être que après cette période de mobilisation et d'occupation qui a duré pendant toutes les années 80, suite à la fin de la guerre froide aussi, au début des années 90, et un petit peu même si on est toujours dans une menace nucléaire, mais enfin c'est plus exactement la même, enfin du même ordre, aussi présente qu'elle pouvait elle le connaître. L'écoféminisme finalement est rentré très largement aussi à l'université. Ça ne veut pas dire que les écoféministes ou des militantes écologistes sont complètement disparus, mais ce mouvement-là est devenu un objet de recherche et d'intérêt pour l'académie. Et effectivement, à ce moment-là, c'est opéré. C'est pareil, les raisons sont complexes et sont multiples, mais la possibilité, en tout cas telle que ça s'est fait pour l'académie à un moment donné, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit aussi en France, qui est encore plus problématique, mais de réceptionner ou d'intégrer ce mouvement politique à l'intérieur de leur champ, a été en effet de commencer par une sorte on va dire de tri entre ce qui pouvait être acceptable, audible dans l'académie, et puis ce qui ne pouvait pas forcément l'être. Et en ce sens-là, il y a eu, il me semble, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris, l'écoféminisme c'est très largement traduit, notamment en philosophie, qui est ma discipline, par le fait une forme de dépolitisation, le fait d'en faire plus une forme d'éthique, de la présenter comme une des éthiques. Là, ce qu'elle dit, donc je sais pas si vous avez entendu ou quoi, mais pour résumer, en gros, elle dit qu'au moment où l'écoféminisme est rentré dans les sphères académiques, il y a eu un tri sur ce qui pouvait être dit ou pas, et du coup une dépolitisation du mouvement. Et en fait, ça, je pense que c'est une critique qui est absolument pas propre au mouvement écoféministe, c'est un truc qu'on retrouve très couramment. Typiquement dans le mouvement féministe, pareil, il y a eu une dépolitisation, ne serait-ce que dans le changement de nom, maintenant on appelle ça plutôt les études de genre, ou les études genre, et avant ça s'appelait études féministes en fait, donc il y avait vraiment la dimension politique très assumée qui au fur et à mesure de son institutionnalisation s'est un peu estompée. Et c'est des critiques qui sont en fait assez récurrentes dans les pensées militantes dans le domaine académique, quoi. Parmi d'autres, environnementales, qu'on va présenter de cette façon-là, mais toute la dimension, notamment spirituelle, dont on n'a pas encore parlé, je ne sais pas si on en parlera, mais qui était très fort dans l'écoféminisme, toute la question, effectivement, ce truc qui nous bosse aussi, du coup, ce truc très spirituel. D'un engagement politique. Non, je pense qu'elle va peut-être en reparler, mais elle a dit qu'elle allait en reparler, je crois. Ouais, pour faire très brièvement, j'ai pas envie d'être trop critique avec l'idée parce que si ça fait de mal à personne, bon, que les gens pensent qu'ils veulent, pourquoi pas, mais de l'ériger en tant que, j'ai envie de dire, méthode politique, quelque part, ça me dérange un peu parce que c'est aussi relié à tout plein de trucs qui relèvent j'ai envie de dire de l'irrationalité, mais c'est très péjoratif dit comme ça. Je sais pas comment dire ça sans être trop critique et trop méchante, mais... Bon, bref, peut-être que je vais attendre qu'elle parle là-dessus avant de réagir à ça. À l'égard de textes qui n'étaient pas du tout des textes académiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des universitaires par ailleurs dans ce mouvement-là. C'était des universitaires qui étaient en même temps militantes et qui mettaient, pas un point d'honneur, mais en tout cas qui avaient un engagement politique à écrire, pas forcément d'une façon qui soit certes audible à tous, ça c'était très important, mais ça ne veut pas forcément dire que c'était des textes moins théoriques que les textes académiques, mais ce n'est pas forcément le même type de langue d'écrit. Et donc voilà, il y a eu un certain nombre de critiques qui ont été faites très fortes sur notamment la question du spiritualisme, sur ce type de textes qui en fait étaient des textes qu'elles ont considérés comme n'étant pas des textes académiques, n'étant pas véritablement des textes très intéressants à lire. C'est-à-dire pas très théorique, pas publié dans des revues théoriciennes, scientifiques, qui auraient été des instances de légitimation finalement. Tout à fait. Et la troisième raison qui était liée ce dont on a déjà commencé à un petit peu à parler, qui est la grande objection, qui est pour moi le grand contresens qu'on a fait à l'égard de l'écoféminisme, qui serait de les accuser d'essentialisme. Oui. Donc les trois en même temps, voilà, il y avait une façon d'intégrer cette affaire-là dans... En vrai, ça, je trouve ça intéressant qu'elle aille là-dessus, parce que du coup, c'est une critique récurrente. C'est une critique récurrente et bon, on va voir ce qu'elle en dit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de discours écoféministes qui sont essentialistes. Ça dépend vraiment des discours. Peut-être que ça dépend. Genre ça m'intéresse beaucoup. Du coup, dans la critique que Game of Earth a faite de la lecture du livre de Françoise de Bonne qui s'appelle Le féminisme ou la mort, où elle parle du coup d'écoféminisme, c'est un peu le livre qui a lancé le terme d'écoféminisme, si on peut dire ça comme ça. Elle en fait une critique dedans où en fait on voit qu'elle oscille des fois entre une critique très matérialiste de l'exploitation des femmes où être une femme c'est vraiment une construction qui fait qu'on se retrouve dans cette position de subordonnée, et un truc qui verse presque dans l'essentialisme un peu le truc très basique quoi, de rattacher les femmes à leur utérus et que t'es une femme parce que t'as un utérus, et que enfin bref, ce truc là d'essentialisme qu'on critique, qui est une critique récurrente de l'écoféminisme. Du coup j'ai l'impression que même, déjà c'est varié au sein du milieu écoféministe, mais en plus même chez certaines autrices
en tout cas chez Françoise de Bonne, de ce qu'en dit Game of Earth, il y a une oscillation un peu entre les deux, quoi. Dans l'académie, mais tout en disant, alors en revanche, l'écoféminisme auquel on s'intéresse, il n'est pas spiritualiste, il n'est pas essentialiste, et il n'est pas etc. Et donc ça a été des critiques très fortes, au point que, jusqu'à il y a finalement peu de temps aussi en France, notamment dans le champ en tout cas universitaire, dès qu'on abordait ce mouvement-là, ou ce concept-là, il fallait immédiatement, on va dire, montrer patte blanche, en disant, alors évidemment, je ne parle pas du mouvement qui serait possiblement spiritualiste ou essentialiste, etc. Parce que ce qui fait peur dans l'essentialisme, c'est l'idée de dire femme égale nature, quoi. C'est-à-dire que justement, ce contre quoi toute une partie des féministes se sont battus, enfin ils se battent encore, en l'occurrence, c'est-à-dire cette association entre femme et nature. La femme serait... J'ai l'impression que c'est pas que ça la critique de l'essentialisme, c'est pas que de dire femme égale nature. Pour moi, c'est surtout le fait que... Alors il y a un texte qui est assez intéressant qui a été écrit par... J'ai plus son prénom en tête, mais c'est Phillips. C'est une philosophe où elle décortique... En fait, son article s'appelle... What's wrong with essentialism, donc qu'est-ce qui ne va pas avec l'essentialisme, et en gros elle décortique l'essentialisme qu'on pourrait dire politique, c'est-à-dire l'essentialisme qu'on critique souvent, en 4 aspects, et notamment il y a 2 aspects qui moi me parlent particulièrement. C'est d'un côté l'aspect fixiste, c'est-à-dire l'idée que quand t'es une femme, t'as une essence de femme qui te définit en tant que femme, et c'est parce que tu as l'essence féminine que tu es une femme, et c'est ça qui va déterminer tes caractéristiques, genre parce que tu as l'essence de femme, tu vas être douce, tu vas vouloir des enfants, etc. Et l'aspect normatif où, comme tu es une femme et que tu as une essence de femme, tu dois être dans le care, tu dois avoir envie d'avoir des enfants et tu dois faire des enfants, etc. Donc j'ai pas l'impression que ce soit juste, entre guillemets, vous voyez pas mes guillemets, juste entre guillemets une problématique de rattacher les femmes à la nature, mais vraiment la problématique d'imposer des choses en fait, d'avoir une perception, enfin une compréhension du genre ou du sexe comme quelque chose qui ne laisse pas d'autres possibilités, quoi. Enfin, de quelque chose très restreint et très contraignant en fait, tout simplement. Alors, c'est vrai que là, je sais pas si en peu de temps, je sais pas si on est clair là-dessus, mais en tout cas, là, je vois que Auguste Roussel, tu dis que t'as pas bien saisi la réflexion sur le fait d'être une femme. On a fait une vidéo là-dessus. J'ai plus compris ce que tu dis. Ah, ben finalement, t'as compris. Parce que j'allais dire, sinon, effectivement, j'allais dire la même chose quand on a fait une vidéo. Si c'est pas clair, n'hésite pas à aller voir. On a fait une vidéo où on parle du genre et de toute cette question de c'est quoi être une femme, sur ma chaîne, c'est quoi être un homme. Voilà, il y a une série sur le sexisme, il y a 3 vidéos sur le sexisme, et la première de la série, c'est sur le genre, donc tous les deux. Et je pense que ça sera plus clair après. C'est préparé, quoi. Et il y a des petits proches des animaux, des végétaux, de la lune, donc seraient inférieurs à l'homme. Il y a certaines personnes qui entendent dans l'écoféminisme la volonté de dire cela, c'est-à-dire de s'essentialiser et de s'essentialiser d'une manière un peu primitive en quelque sorte, enfin en tout cas avec des guillemets. Et vous, ce que vous dites dans le livre, ce que vous défendez, c'est que pas du tout. C'est beaucoup plus pluriel que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est ce geste du reclaim que vous décriviez au début, et en même temps, c'est pas non plus complètement absent. Ouais, voilà, le fait qu'elle souligne le fait que à la fois c'est une critique qui s'applique pas dans certains cas et à la fois c'est une critique qui s'applique dans d'autres. Vous savez que c'est une critique qui est pas totalement illégitime. C'est le truc, vu que c'est un mouvement social, c'est quand même assez très pluriel. Parce que dès qu'on est dans le truc très spirituel, où on a cette vision de la femme, la place de la femme dans la nature, la place de l'homme dans la nature, on peut vite en arriver à ce genre de truc, et il y a vite un truc essentialiste qui peut arriver. Mais d'ailleurs, si on revient sur le live qu'on avait fait il y a pas si longtemps, et si vous voulez voir la rediff sur YouTube d'ailleurs, sur le féminin sacré, qui est une notion hyper essentialiste, très problématique, et dans certaines parties écolo, je sais pas si peut-être que certaines personnes dans l'écoféminisme sont concernées, peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, il peut avoir des liens avec cette idée du féminin sacré, de retrouver ce truc féminin, en fait, se reconnecter je pense qu'il y a aussi l'idée de puiser une force dans le fait d'être une femme, genre de dire que être une femme, parce que comme le fait d'être une femme est souvent rattaché à des choses négatives, la fragilité, la subordination, etc., on peut avoir des fois envie de se dire ok, je suis une femme, mais c'est pas grave, tu vois, ça veut pas dire que je suis pas forte, ça veut pas dire que je suis pas courageuse, et du coup on va se trouver une force féminine, et il y a vraiment ces discours là où au lieu de dire en fait la force ou le courage ou je ne sais quoi, ce ne sont pas des caractéristiques féminines par essence. Enfin, non, l'absence de force ou l'absence de courage, etc., ce n'est pas des caractéristiques féminines par essence. Au lieu de dire ça, on va être dans un discours où on dit voilà, les femmes, elles ont leur propre force, elles ont leur courage spécifique de femme, et du coup, on va en arriver dans un truc très, très essentialisant, en fait. Ouais. C'est vrai que, en fait, de manière, l'essentialisme, c'est quand même pas évident. C'est très difficile à définir, parce que c'est un truc en fait, quand on essaie de... flou, quoi. Je comprends que, là, tu vois, de ce que tu dis, Auguste Roussel, tu dis, moi, je suis un homme noir, si tu me dis ça, je vais pas dire non, parce que c'est la vérité, mais l'essentialisme, c'est pas juste énoncer un fait descriptif. Si on te dit que ta couleur de peau est noire, bon, c'est un fait, de la manière, il y a plein de parties de notre corps, il y a plein
plein de faits purement descriptifs qui sont juste vrais, évidemment, l'idée, c'est pas de les nier. En fait, l'antiracisme, son but, c'est pas de nier qu'il y a des différences de couleur de peau. Tout comme l'antisexisme ne veut pas nier qu'il y a des différences biologiques, génitales ou quoi. Enfin, évidemment que ce n'est pas ça. L'idée, c'est quand on refuse l'essentialisme, c'est pas de nier un fait biologique, c'est de nier cette espèce d'essence qui serait accordée au fait d'être une femme. Voilà, que t'es une femme ou t'es une personne noire, donc tu as tous ces attributs aussi, ou surtout rattachés peut-être à un truc un peu mystique ou quoi, où ça devient pas juste un fait descriptif, où il y a souvent aussi... Ça devient un truc très normatif en fait. Normatif dans le sens... vu que le terme des fois est forcément très clair, prescriptif, voilà, comme dit l'obligation de te comporter des comme injonctions. un homme noir en fait. Ce serait ça l'essentialisme. C'est pas de dire tu es un homme noir, ce serait de dire tu es un homme noir, donc tu te comportes, tu dois te comporter de telle manière pour être un vrai homme ou un vrai noir ou un vrai homme noir. Enfin bref. Et l'essentialisme, ça peut être aussi la différence de nature. Là encore, c'est un usage du terme nature qui peut se soucier, qui est pas très clair, mais on n'est pas juste différent, on n'a pas juste une espèce de particularité différente, c'est vraiment qu'on est intrinsèquement différent. Tu vois, un homme et une femme, il y a vraiment une espèce d'essence qui fait que c'est pas juste une différence biologique, on est vraiment sur une différence de nature, de la manière qu'entre un homme et un noir, il y aurait une espèce de différence de nature. Voilà, l'essentialisme, il est là, il est au-delà d'un simple constat biologique, il est sur cette espèce de... Je sais pas comment le dire autrement que cette espèce de truc mystique, comme s'il y avait une essence, mais c'est hyper dur de décrire l'essence vu que c'est un truc mystique trop chelou. En psychologie, les recherches un peu qui se font sur la question de l'essentialisme, elles ont conceptualisé un truc qui s'appelle le placeholder. En gros, c'est que l'essence de quelque chose, dans la tête des gens, c'est un truc qui peut être remplacé par plein de choses différentes. Genre, ça peut être par exemple du déterminisme biologique ou, je sais pas, une énergie ou enfin n'importe quoi. Et en gros, les gens ont un truc vide dans la tête, enfin vide, un truc qui peut se remplacer par tout et n'importe quoi dans la tête qui serait l'essence de X. Mais c'est hyper dur à conceptualiser parce que c'est un truc qui est totalement flou et que même les gens en général ne conscientisent pas. Du coup, c'est vraiment très très dur d'en parler, je trouve. Mais là où c'est délicat, là je vois que Auguste Roussel, tu donnes l'exemple du fait est-ce que les noirs courent plus vite. Alors c'est un stéréotype qui existe, mais un stéréotype, alors celui-là je sais pas s'il est vrai ou pas en moyenne, mais en tout cas c'est ça qui est pas difficile de différencier. À quel moment ça devient essentialiste, parce qu'il y a juste des différences qui sont vraies. On peut constater des différences biologiques, effectivement, si jamais il se trouve de la même manière, je sais pas, je peux dire que oui, moi en tant qu'humain je cours plus vite que les escargots, les humains de manière générale courent plus vite que les escargots, bon, c'est un fait descriptif qui est vrai, c'est un stéréotype, enfin je sais pas si on peut dire, oui on peut dire que c'est un stéréotype, mais bon c'est vrai. Voilà, la différence, on peut admettre une différence biologique, ça n'en fait pas, ça suffit pas de l'essentialisme, l'essentialisme il va au-delà de ça, quoi. En fait, là, dans ton exemple, ce serait de dire que, par exemple, si t'es un homme noir qui court pas vite, bah t'es pas un vrai homme noir, tu vois. Ça relèverait de l'essentialisme. Très bon exemple. Ouais, c'est à partir de là qu'on est essentialiste. Tu vois ce que... La nuance, c'est vraiment... T'es pas si on te dit, tu cours pas vite, donc t'es pas un vrai noir, et là on a la bonne exemple d'essentialisme. On rattache la caractéristique courir vite devient une caractéristique essentielle du fait d'être noir. Ouais. Au lieu de faire l'inverse, Laurent, c'est parce que t'as tel ou tel attribut biologique, tu peux avoir peut-être en moyenne, on peut dire qu'en moyenne les hommes sont un peu plus grands que les femmes. Mais si t'es un mec petit, t'es pas un vrai mec, tu vois. Voilà. Ça, et là, ça devient essentialiste. Et c'est là que ça devient aussi problématique. Voilà. C'est là où on est face à un sujet qui est complexe, mais qui est intéressant, qui est vivant aussi pour cela. C'est-à-dire qu'il y a aussi des dimensions, des tentatives de vouloir essayer de trouver pas une essence, mais un regard, une pratique liée à une expérience de genre. Ouais. Starhawk, par exemple, si on pense à Starhawk, qu'est-ce qu'elle a pu écrire sur la revendication de l'histoire de la sorcellerie, des pratiques sorcières, on est vraiment dans une approche qui tire de ce côté-là. Oui et non. Non, c'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Dans le sens où il me semble, en tout cas, encore une fois, pour le coup, ça n'empêche pas évidemment qu'il y a matière à discussion, et je suis plutôt assez isolée, en tout cas peut-être pour le moment, dans ma façon de comprendre ou de relire ces textes-là. Mais en fait, le point de départ de cette recherche, c'était ça. C'était que, en étant une philosophe qui s'intéresse aux questions d'écologie et qui par ailleurs voulait donc m'intéresser aussi par engagement féministe personnel à ces textes-là, d'aller lire ces textes qui étaient catalogués, mais tous les textes qui font partie de ce volume-là, comme étant essentialistes. Et sauf qu'en général, on l'écrit, mais j'ai l'impression qu'on ne le lit pas, ces textes-là. En tout cas, les textes qui accusent l'écoféminisme d'essentialisme ne font pas forcément référence non plus énormément à des textes. On parle en général d'un essentialisme supposé ou évident de ces textes-là, ou alors on va citer toujours les mêmes extraits de textes qui, effectivement, sortis d'un certain contexte, relève de tout ce que vous venez de dire. Et moi, il m'a semblé, en effet, à lire, relire et relire encore, et je n'ai pas du tout fini, et je trouverai certainement d'autres choses
propose encore peut-être plus tard, et voilà, ces textes-là. Il me semble que non. Il me semble que ces textes, en fait, ce qui est très compliqué à comprendre, et ce qui peut de fait, bien sûr quand même donner matière à discussion, le point pour moi, moins de désaccord, encore une fois, que de mécompréhension ou de contresens, c'est le fait qu'elles, à un moment donné, elles ont reclaim. Voilà, à la fois notre rapport au vivant, et en effet, et donc je vais essayer d'expliquer peut-être un peu mieux, un peu plus ce que je disais précédemment, et le lien, alors certes, des femmes à la nature, mais ce n'est pas seulement des femmes à la nature, ça serait des êtres humains aussi à la nature. Je ne suis pas en train, à l'inverse, de vouloir enlever cette dimension-là, mais c'était pas, ce qu'elles ont essayé de faire, c'était de prendre, le reclaim, c'est prendre le contre-pied. Le fait de vouloir distinguer les deux n'est pas satisfaisant à aucun moment, ni individuellement, ni politiquement, parce que finalement, on se retrouve, en gros, pour aller très vite, dire, finalement, les femmes sont des hommes comme les autres. Voilà, ça serait ça, une façon de refuser cette articulation négative qui court pendant toute la culture capitaliste, mais même précapitaliste et plus généralement patriarcale. Ça serait ce point-là d'articulation négative. Et quand on veut s'en sortir, alors la seule façon de s'en sortir, c'est surtout de dire non, mais moi je suis super pas proche de la nature, je suis super proche de la raison, moi les émotions je m'en fiche, je suis une femme et je m'en fiche, etc. Et elle, à un moment donné, se dit mais là, on perd, on se fait avoir. J'ai l'impression que des fois, il y a effectivement ce discours de vouloir, pour éviter la dévalorisation féminine, de se rapprocher des trucs des mecs. Genre, par exemple, typiquement, moi, je l'ai fait pendant longtemps, je l'ai fait quand j'étais petite, de dire ouais, moi, j'ai que des amis mecs parce que, franchement, avoir des amis femmes, des amis meufs, c'est trop nul, quoi. Et ça, c'est vraiment genre du sexisme intériorisé. Et pour ne pas subir le stigmate du sexisme, je me revalorise en étant amie avec des mecs et en dévalorisant les autres meufs. Et effectivement, cette stratégie-là, je pense qu'elle est complètement claquée et qu'elle est délétère. Alors, je ne peux pas condamner les gens à titre individuel d'adopter cette stratégie-là, quoi. Dans un monde sexiste, tu te démerdes pour vivre plus ou moins bien comme tu peux, quoi. Mais je pense que c'est pas une bonne stratégie à l'échelle globale, quoi. Et du coup, là, ce qu'elle dit, c'est qu'au lieu de faire ça, on devrait, en tout cas dans ce que je comprends de l'écoféminisme, on devrait se rattacher à la nature, mais revaloriser la nature, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une troisième option qui serait de dire, en fait, homme-femme, ça veut un peu rien dire. Enfin, en tout cas, être dans un truc de déconstruction du genre, un peu ce qu'a fait en fait, le féminisme matérialiste, tout simplement, quoi. De déconstruire un peu le concept de genre et de dire que ouais, en fait, il n'y a pas certaines caractéristiques, genre le fait d'être en phase avec ses émotions ou de rejeter la rationalité, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme, quoi. C'est pas rattaché à la féminité. Voir si on fait ça. Parce que le problème, c'est comment on fait, certes, comment on fait justement pour ne pas choisir entre les deux, pour ne pas perdre l'ensemble de ce qui a été mis du côté de la nature, l'ensemble de ce qui a été mis du côté des femmes, sans pour autant le naturaliser ou l'inférioriser, etc., etc. Et c'est ce geste-là, à mon sens, qui est le point crucial sur lequel on n'a pas compris, qui a été à l'origine de cette accusation d'essentialisme. Et la seconde chose, et je m'arrête là sur ce point, mais il me semble que l'autre raison qui est tout aussi importante pour comprendre, en tout cas c'est par là que je suis passée, pour comprendre ce contresens à l'égard de ces textes, c'est le type de texte, c'est le type d'écriture qui a pu, il me semble, expliquer aussi pourquoi elles ont été si facilement accusées d'essentialisme. À savoir, encore une fois, ce ne sont pas des textes théoriques, au sens académique du terme, premièrement. Deuxièmement, et c'est ce qui me semble le plus important pour le comprendre aussi, ce sont des textes politiques. C'est-à-dire que ce ne sont pas des textes qui sont simplement dans une critique. Il y a une analyse critique très forte, très large, très puissante, qui a été reprise des dizaines de fois sur cette culture dualiste. Mais pour elle, ça c'est un point de départ. Ce ne sont pas des analyses, des théoriciennes, elles s'en fichent d'une certaine façon. Ce qui les intéresse, c'est comment on fait pour en sortir. Donc tous ces textes sont à la fois des textes qui partent d'une certaine manière de cette critique-là, mais pour proposer quelque chose. Et comment on fait pour se réapproprier son corps, se réapproprier un rapport à la nature qui a été complètement détruit, qui a été complètement disqualifié, si ce n'est par des tentatives parfois d'écriture qui peuvent être... Oui, je suis assez d'accord avec Stop Cruauté Animale, c'est qu'en fait il y a une corrélation, peut-être que la façon dont on a dit, on a fait un peu un raccourci, en tout cas moi je crois que j'ai fait un peu un raccourci, mais c'est plus une corrélation en fait qu'un lien de cause à effet. C'est pas parce que t'es noir que tu cours vite, c'est probablement parce qu'il y a des gènes qui sont... Enfin, il y a un matériel génétique qui est à la fois responsable de la couleur de peau et qui, participe à une certaine musculature ou une certaine ossature, peu importe. Mais du coup, il n'y a pas un lien de... C'est une corrélation, quoi, plus qu'autre chose. Et pour revenir sur l'essentialisme, comme je disais tout à l'heure, le problème de l'essentialisme, ce serait de dire que c'est une caractéristique intrinsèque et inévitable, et que si tu cours pas vite, t'es pas un vrai noir, quoi. Ce serait ça. Enfin, gaffe aussi, qu'est-ce qu'on veut dire par différence, parce que des fois il peut y avoir des différences qu'on constate, mais qui peuvent être soit expliquées autrement que par de la biologie. Genre les femmes qui sont plus douces. Ben oui, il peut y avoir effectivement un truc qui peut être un apprentissage corporel ou qui peut être de l'entraînement. Voilà, mais après, aussi, des fois il peut arriver qu'il y ait des différences biologiques, effectivement, mais qui soient très minimes. C'est ce qui arrive par exemple quand certaines personnes, souvent dans les milieux sexistes, les gens vont dire, il y a beaucoup qui disent oui, mais il y a des différences cognitives ou quoi entre les hommes et les femmes.
Et si on regarde, effectivement, il y a des différences, mais elles sont très mineures, quoi. C'est vraiment, ça suffit clairement pas à expliquer toutes les différences observées entre les hommes et les femmes. Voilà, il y a plein de différences qui sont en apprentissage, et les différences biologiques, elles permettent pas d'expliquer tant que ça. Elles sont, on pourrait dire, sur du détail, quoi. Et j'ai envie de dire, peut-être pas rajouter là-dessus, parce que toujours en fond de cette discussion, il y a toujours la question des droits différenciés, en fait, tout simplement. Comme quoi, en gros, l'idée qu'il y aurait des différences, ça justifierait des traitements alors, différenciés dans le sens inégalitaire. Et du coup, je pense que c'est important de rappeler que pour qu'il y ait des traitements différents, il faudrait que... Enfin, pour justifier des traitements différents, il faudrait que les caractéristiques en question aient un rapport avec le traitement en question. Je sais pas si c'est très clair dit comme ça, mais en gros, on s'en fout de savoir si les noirs ou les blancs courent plus vite, ou si les femmes et les hommes sont plus grands, enfin les femmes ou les hommes sont plus grands l'un que l'autre, pour savoir si ils ont le droit de vivre, ou pour savoir si ils ont le droit à un salaire décent, ou pour savoir, enfin je sais pas, n'importe quel droit en fait qui a rien à voir avec ces caractéristiques-là. Peut-être que ça peut avoir un intérêt dans certains cas spécifiques, genre par exemple, si, par exemple, je sais pas, s'il y a un remboursement sur les crèmes solaires, bon, bah, ce serait plus juste que les personnes blanches aient un plus gros remboursement de crème solaire que les personnes noires qui ont moins de risques de prendre de coups de solaire. Mais c'est un exemple absurde parce qu'en fait, il n'y a pas de truc tellement comme ça. Peut-être si sur le remboursement des protections hygiéniques, bon bah si t'as pas tes règles, tu t'en fous a priori d'avoir un remboursement des services hygiéniques ou pas quoi. Du coup, c'est pas toutes les femmes, c'est les femmes qui sont concernées. Oui, c'est pour ça que j'ai dit si t'as tes règles. J'ai pas parlé de femmes. Oui, par rapport à ce que tu disais, effectivement, ça revient toujours à la distinction normative-descriptive. C'est pour ça que moi, j'ai même pas forcément, des fois, je cherche pas à nier l'existence de différences. Moi, en fait, c'est un peu secondaire. J'appuie surtout l'idée que ce qui est important dans la lutte, dans le militantisme, c'est pas de nier les différences, surtout de dire ces différences n'impliquent rien sur le plan moral, quoi. Et c'est ça l'essentiel. Après, on peut aussi effectivement nier les différences. Ça peut être intéressant de nier certaines différences qui peuvent quand même avoir des implications. Surtout, effectivement, c'est pas parce que, même si jamais on observe que tel ou tel groupe est moins intelligent qu'un autre, ça doit rien impliquer sur le plan normatif. Hein. Le critère d'intelligence ne vaut rien en morale, mais ça peut quand même servir de critiquer les soi-disantes différences d'intelligence. Ça reste important de les critiquer. Après, imaginons, là, tu parles de la masse musculaire ou quoi, je fais gaffe, des fois il peut y avoir différence, mais je l'ai déjà dit ça, c'est qu'il peut y avoir différence minime. Ouais, voilà. Par exemple, c'est le truc de la différence, souvent il y a des traits où la variabilité interindividuelle est supérieure à la variabilité intergroupe. C'est pas clair ce que tu as dit. C'est pas clair. En gros, ce qui veut dire, c'est. Je sais pas si tu veux expliquer. Explique-le. Okay. Je sais pas si je vais m'expliquer. Mais en gros, ce qui veut dire, c'est que des fois, la différence entre deux individus qui font pas partie du même groupe est plus petite que la différence qu'il y a entre deux individus qui font partie du même groupe. En effet, ou bien maladroite, ou bien, et c'est ce qu'elle revendique aussi pour certaines, relever, on va dire, d'un essentialisme stratégique. Donc ce qui n'est pas du tout pareil qu'un essentialisme au sens au premier degré. Essentialisme stratégique. Ouais, ça me parle vaguement, je crois que j'ai lu dans mon cours. On va la laisser expliquer, mais ça me parle vaguement, ouais. On a pu leur reprocher. Et quand on lit ces textes, ça me semble vraiment extrêmement difficile de continuer à leur faire cette accusation-là. Alors, un troisième et dernier extrait de ce recueil Reclaim. Qu'est-ce qui nous permet de ressentir de la peine pour notre monde ? Et qu'est-ce que nous découvrons lorsque nous cheminons à travers cette peine ? À ces deux questions, il existe une seule réponse, l'interconnexion avec la vie et avec tous les autres êtres. C'est le réseau vivant à partir duquel notre individu, nos existences distinctes, se sont érigées et dans lequel nous sommes entrelacés. Nos vies se déploient au-delà de notre peau, en interdépendance radicale avec le reste du monde. Alors, c'est un texte de Joanna Macy. Je l'ai choisi parce que il me semble qu'il décrit finalement assez bien ce mouvement de reclaim, en tout cas une manière de le comprendre ou de le défendre, c'est-à-dire l'idée du lien, de l'interconnexion, et de manière aussi assez sensuelle. Elle parle de peau, elle parle d'être enlacée. Il y a une dimension physique assumée qui montre bien qu'on est très loin en effet de textes académiques classiques. Et ça amène à une question peut-être de nature un peu plus littéraire, puisque vous avez fait le choix de tous ces textes pour ce livre. Est-ce qu'il y a un style, vous diriez, un peu commun à ces textes écoféministes ? Est-ce que, par exemple, on voit revenir dans ces textes la question des émotions, la question des émotions, y compris physiques, et à cette volonté, semble-t-il, de vouloir renverser la mise à distance, quoi. Considérer que le système capitaliste, patriarcal, etc., il est dans la mise à distance, et là, on n'est pas dans la mise à distance, donc on est dans une forme de
de célébration, en tout cas d'acceptation des affects, des émotions, des sentiments. Est-ce que ça, c'est une de leurs particularités stylistiques? Oui, j'avais un temps d'hésitation lié au fait que je ne suis pas littéraire et que répondre de manière, d'un point de vue technique littéraire sur le style d'un style commun de ces textes, j'avoue que je serais pas forcément la mieux placée pour le faire. Maintenant, outre tout ce qu'on a déjà raconté précédemment sur effectivement une sorte de style commun qui serait déjà pas un style universitaire, un style politique, et je n'irai pas forcément plus loin parce que, oui, il y a une tonalité. Il y a une tonalité qui il me semble, les rapproche maintenant avec dans des sphères et dans des types de disciplines archi différentes. J'ai essayé aussi un tout petit peu de rendre compte de cela dans cette anthologie. Il y a des poèmes, il y a de la poésie en prose, il y a aussi évidemment des textes théoriques, il y en a plein, ça n'empêche. Il y a des textes théoriques et politiques, il y a des textes qui seraient, je sais pas, des textes d'histoire des idées, des textes d'histoire des sciences. Il y a vraiment un espèce de bouillon de culture de cet ordre-là. Ensuite, le texte que je choisis, c'est un texte que j'adore, même si je pourrais dire ça de chacun de ces textes, j'imagine, mais il est effectivement... il rend tout à fait compte, en effet, de ce qu'elle propose. Et ça me semble très intéressant de l'avoir choisi dans le sens où... Oui, je sais pas trop quoi dire sur ce qu'elle a dit. Non, je sais pas si c'est la question la plus intéressante, je suis pas sûre. Mais du coup, pour la question de l'essentialisme stratégique, alors c'est un concept que je maîtrise pas des masses, hein, donc prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. Mais de ce que je me souviens, en gros, c'est l'idée qu'on s'approprie l'idée d'une essence commune pour faire groupe commun temporairement pour revendiquer des droits. Par exemple, quand on va dire les femmes veulent le droit de vote, on crée un groupe qui en fait n'existe pas en tant que groupe homogène, qui serait le groupe des femmes, pour revendiquer des droits temporairement, pour se faire entendre de manière plus efficace, quoi. Je crois que c'est ça. Et du coup, il y a un risque de verser vers l'essentialisme. Il me semble que c'est ça, mais... je sais pas si tu parles d'un groupe d'individus en termes de groupe politique, ça peut être un groupe très clair, qui soit pas en termes de groupe... de groupe qui a certains intérêts communs, je vois pas pourquoi ça serait... Je ne sais pas, je ne connais pas, je ne maîtrise pas ce concept. Je vois pas pourquoi ça... J'ai l'impression que ça peut facilement éviter d'être essentialiste. Bon, faudra creuser là-dessus. Il y a eu tout un texte des critiques et tout dessus. C'est un truc qui est assez... Enfin, c'est un concept qui a été quand même assez discuté, quoi. Okay. Mais moi, je suis pas compétente pour discuter plus que ça. Mais parce que l'impression, elle n'a pas développé là-dessus, du coup. Non, elle n'a pas développé là-dessus. Avant, je vais me permettre, je vais en arriver à ce que la citation que vous avez faite, mais je vais en profiter pour un tout petit peu parler du texte en amont, parce que c'est effectivement un texte, c'est un des rares textes, à mon sens, qui réussit aussi bien à rendre... Je sais pas, au moins que ce soit intéressant. J'avoue que j'ai écouté. Il ne reste pas grand-chose, donc on va... compte et à expliciter peut-être un des points cruciaux pour elle politiquement de blocage et qui nous empêche qui explique plutôt la situation dans laquelle on est. Et elle le situe, en effet, dans ce rapport aux émotions tout à fait particulier, dans une culture qu'elles appellent, comme vous l'avez rappelé, de mise à distance, qui est cette culture où on donne une priorité absolue à une raison, mais une raison très desséchée, où on considère que l'intelligence doit peut-être s'opposer à la question de la sensibilité, enfin bon, tout ce genre d'oppositions qui pour elles n'ont absolument aucun sens, mais qui ont des effets et des conséquences politiques, en revanche, absolument dramatiques. Et tout ce texte de Joanna Macy est organisé, enfin, il essaye de répertorier, si on peut le dire de cette façon-là, toutes les raisons qui, aujourd'hui, et elle a écrit il n'y a pas si longtemps, mais on pourrait tout à fait malheureusement considérer qu'il a été écrit aujourd'hui ou hier, toutes les raisons qui nous amènent à ne pas être capables collectivement, individuellement et collectivement, de prendre au sérieux le type de lien que l'on peut avoir, en effet, avec le vivant de manière, on va dire, plus générale. Et elle va le chercher dans... Ouais, toi aussi t'as réagi. Ouais, cette notion de vivant, j'ai un peu la même critique que la notion de nature, mais bon, l'avantage c'est que c'est un petit peu mieux défini, même si en vrai c'est pas... C'est quand même débattu, en fait, la notion de vivant est quand même débattue dans les sciences naturalistes, dans les sciences naturelles. Il y a du débat sur ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Par exemple, le prion, c'est une protéine. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est vivant ou pas. Pareil pour les virus, il y a débat. Mais bref, en tout cas, c'est un peu mieux défini que la nature. De ce point de vue-là, c'est plutôt chouette. Par contre, j'ai les mêmes critiques à faire sur le plan politique, quoi. C'est que il n'y a pas d'argument, en fait, pour défendre la nature. Pour défendre le vivant. Pas d'argument convaincant, en tout cas, à mon sens. Je vois pas en quoi c'est une position vraiment pertinente. Quand je dis défendre le vivant, c'est défendre le vivant pour lui-même, hein, avec une valeur intrinsèque, etc. Mais pour moi, la position scientiste est beaucoup plus cohérente, quoi, tout simplement. Mais je remets pour voir bien comment elle a formulé. En tout cas, bon, si on va sur la critique... Je crois qu'elle y passe vite fait. Hein. Ouais. Je sais pas si elle défend cette position. Sur la critique du vivant, je vous renvoie sur les 2 vidéos qu'il y a sur ma chaîne là-dessus. Donc celle sur la critique environnementale et la toute première sur qui est discriminé, où je critique cette idée de défendre le vivant.
à ne pas être capable Attends, fais pause. Il y a aussi Victor Durand-Lepeuch, on a cité le podcast Comme un poisson dans l'eau tout à l'heure, et donc c'est c'est la personne qui fait ce podcast-là. Et récemment, il a fait une conférence à la Révolution écologique pour le vivant, qui est très chouette, sur le vivant, et il parle du coup du rapport entre cette notion d'écologie du vivant et la question de l'antispécisme, et du coup de la prise en compte des autres animaux sentients pour eux-mêmes, et des tensions qu'il peut y avoir, et du fait que... En fait, c'est pas juste des tensions de surface, mais qu'il y a vraiment tout un argumentaire clairement anti-antispéciste, clairement spéciste en fait, dans ce qu'il appelle la galaxie du vivant, je crois que c'est comme ça qu'il en parle. Mais du coup, voilà, si vous voulez aller voir sa conf pour un peu voir les thèses des défenseurs et défenseuses du vivant, je vous recommande ça. Après, on peut très bien être biocentriste, donc considérer qu'il faut défendre toute forme de vie et être antispéciste. En fait, c'est totalement compatible dans la théorie. Ce qui montre, c'est qu'en pratique, il y a dans le mouvement, ce qu'il appelle Galaxie du Vivant, il y a beaucoup de penseurs qui ont un discours très problématique et qui disent sur tout ce qui est antispécisme, cause animale, qui sont vraiment à la masse. Quoi. Et moi, j'aurais la même critique aussi que pour la nature, c'est que ça dissout les individus sentients dans ce gros concept de vivant. Et du coup, on va préserver le vivant, et pour préserver le vivant, pareil, on peut en arriver à des actions délétères pour certains individus, par exemple, je sais pas, décider qu'il faut chasser X parce que ça menace le vivant, genre ça menace une espèce endémique, par exemple, au-delà de la considération pour les individus, je parle vraiment d'un truc de protection du vivant. Ce que je trouve intéressant... Vas-y. Pardon. Pour donner un exemple peut-être moins ambigu, ça pourrait être par exemple pour protéger une espèce de fleur qu'on aime bien parce que, je sais pas, pour X ou Y raison, genre une espèce de fleur qui n'a... Le fait qu'elle disparaisse n'a pas de répercussion autre que la disparition de cette fleur elle-même, enfin de cette espèce de fleur, on va dire que c'est justifié de tuer des individus par exemple. Pour moi, ce que montre Victor dans sa conf, ça va au-delà. Il y a une critique à faire sur le vivant en général. Sa critique, elle va au-delà de ça. Il tacle pas le biocentrisme en soi. Puis ce qu'il montre, c'est que dans beaucoup de ces penseurs qui citent, Baptiste Morisot, tout ça, leur discours il est problématique parce qu'en fait, il est vraiment spéciste, et dans leur défense du vivant, tous les vivants ne sont pas du tout considérés de manière égale. En fait, il n'y a pas du tout cette égale considération, et le traitement, il y a une vision très anthropocentrée qui pose problème, quoi. Donc ça va. Genre c'est le vivant sauf les humains quand même. Ils restent à part et on les traite pas comme on traiterait le vivant. Mais ouais. Alors, j'allais rebondir moi sur le recommandation j'allais dire pareil, vas-y. Pour protéger un animal d'un autre animal, ça c'est une grosse question. J'ai aussi une vidéo là-dessus. Faut-il défendre les animaux sauvages ? C'est la question du ROAS, une des questions du ROAS, donc Reduce Wild Animal Suffering, donc réduire la souffrance d'animaux sauvages. Donc il y a cette question de, tout simplement, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à l'intervention dans la nature. Bon, ça je m'étale pas parce que ça pourrait le faire l'objet d'une autre vidéo, mais il n'y a vraiment pas d'argument pour défendre il ne faudrait pas par principe ne pas agir. Après, quand il y a des animaux, effectivement, il y a de la prédation dans la nature, il y a plein de trucs horribles, et quand il y a des intérêts antagonistes, il faut voir est-ce qu'on peut intervenir et que ça cause moins de dégâts globaux. Tu as dit globaux ? Ouais, je crois. Et est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que forcément si on empêche un animal d'en tuer un autre, lui il va peut-être souffrir aussi. Donc il y a tout cet ensemble à prendre en compte, et il faut prendre en compte, mais en tout cas je pense que ce qu'il faut défendre en tout cas, c'est qu'il faut surtout pas ne pas agir par principe. Cette position qui dirait il ne faut pas, la nature est comme ça, elle est bien comme ça, il ne faut pas agir, la prédation c'est naturel donc il ne faut pas y toucher, ça se tient vraiment pas. Après, est-ce qu'on peut agir en pratique ? Bon, c'est pas si évident, ça dépend des cas, mais en tout cas, si jamais il y a un animal qui va faire beaucoup de dégâts, je sais pas si par exemple tu as ton chat qui va sauter sur un oiseau, si jamais tu t'interviens et que du coup l'oiseau part et que ça empêche que ton chat saute dessus, oui, je pense que c'est une bonne action, voilà. Il faut faire très court. Et peut-être pour rajouter un truc là-dessus par rapport... en fait, là, pour revenir un peu sur la question de la protection du vivant ou de la nature, je pense que la différence fondamentale entre ces deux positions, c'est que là, il y a un dilemme parce qu'on considère les deux individus comme... En gros, ils ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire ne pas crever. En tout cas, un des intérêts, c'est ne pas crever. Et a priori, il n'y a pas de raison pour prendre plus ou moins en compte l'un des deux intérêts. Du coup, il y a un vrai dilemme. Ouais, je vais le dire après. Mais par contre, dans le cas par exemple, sacrifier un animal pour protéger une plante ou pour protéger une montagne ou pour protéger un caillou, en estimant que, en considérant que cette montagne ou ce caillou ou cette plante n'a pas d'impact sur d'autres êtres sentients, ici, en fait, quand tu as une vision de protection du vivant, il y a un dilemme, vu que le vivant compte pour lui-même. Donc la plante, par exemple, va compter pour elle-même. Mais en fait, quand tu n'as pas
cette perspective de protection du vivant pour lui-même, qui, à titre personnel, me semble totalement injustifiée. Hein. J'ai lu j'ai lu des argumentaires là-dessus et je les trouve... alors, ils ont le mérite d'exister, d'être poussés et tout, mais je les trouve vraiment pas très convaincants. Mais alors, à ce moment-là, il n'y a pas de dilemme, en fait. Genre, si t'as le choix entre buter un animal ou buter une plante, en fait... ou sacrifier la plante, tu sacrifies la plante, quoi. Il n'y a pas de dilemme. La question se pose pas vraiment, quoi. Je sais pas si tu veux rajouter là-dessus. Ouais. Le commentaire de Tequila sur moi, ces temps, je vais le recom. Moi, ces temps, j'apprends... Ces temps-ci, je suppose, j'essaie d'en apprendre un peu plus sur l'intersectionnalité et le décolonialisme dans les mouvements antispécistes. J'ai commencé à lire Afroism et vu 1 ou 2 conférences de Amy Breeze Harper, je ne connais pas. C'est assez intéressant, si les gens ont des recommandations sur ces sujets, je suis preneur. Alors, j'ai envie de dire sur l'intersectionnalité... Je vais dire le podcast, quoi, l'avant-dernier épisode, vu que le dernier est sur, avec Axel Bourg, mais celui d'avant avec Fatima Ouassak, ça peut être intéressant, qui parle de l'islamophobie et de l'antispécisme dans les quartiers populaires. Si tu veux suivre d'autres théoriciennes, surtout que souvent c'est des femmes qui réfléchissent du coup à l'intersection entre féminisme, antispécisme et en plus c'est des femmes racisées, donc antiracisme, et en plus souvent c'est des femmes religieuses, donc qui pensent aussi à la question de la religion. Il y a aussi Dalida Awada, il y a Kautar Archi aussi. Ah bah oui, Kautar Archi, très cool. Ouais. Donc voilà, je te conseille ces personnes-là, et en plus c'est en français. Je sais pas si c'est positif pour toi, mais voilà. Après, souvent c'est plus accessible. J'avais rajouté des choses aussi. Ah, vas-y. Non, vas-y. Je trouve pour avoir une compréhension globale, surtout qui lie sur le lien entre spécisme et féminisme, je trouve que la convo d'Axel Plusbror, en fait tout ce que fait Axel là-dessus, c'est grave cool. Quoi. Après, c'est une très bonne porte d'entrée. Elle aborde, je sais plus si elle aborde les questions. Si elle en parle un petit peu, elle fait des parallèles avec les questions. C'est pas son sujet principal. Elle s'étale pas sur le racisme, elle en parle un petit peu pour faire des parallèles. Mais du coup, je pense que c'est une bonne porte d'entrée et d'ensuite aller creuser. Après, si t'as lu Afroism, je pense que tu commences à avoir des trucs intéressants. Carrément, on va écrire les noms, il y a pas de souci. Juste peut-être pour rajouter encore des références, mais on écrira tout après. Oui, ce que j'allais dire peut-être sur Axel, c'est que, sur Axel Plé-Aurore et ses conférences, c'est que elle part de la question du féminisme, mais en fait l'analyse s'applique aussi sur la question du racisme, alors avec des adaptations spécifiques à cette oppression, mais voilà quoi, si tu connais un petit peu les luttes sociales, tu peux facilement faire des parallèles. Et si t'as commencé à lire Afroism, moi je peux que te conseiller les confs de AFCO, du coup c'est une des autrices. Il y en a une en particulier qui s'appelle Who is the Human and Who is the Animal, qui est disponible sur YouTube, donc c'est en anglais, mais vraiment cette conférence elle est trop bien. Enfin moi en tout cas c'était au début de mon apprentissage, de cette découverte de l'intersectionnalité entre antiracisme et antispécisme, et je la trouve vraiment chouette. Et sur le concept même d'intersectionnalité, il y a l'autrice qui s'appelle donc l'inventrice du terme qui s'appelle Kimberly, je ne sais plus quoi, je crois que c'est Kimberly Williams Crenshaw. Il y a l'introduction, une partie en tout cas de son texte qui a été traduit et qui est disponible librement sur Cairn. Par contre le titre est interminable, du coup je vais le retrouver sur mon ordi. Je m'en souviens plus. Sinon je vais encore citer une de mes vidéos et ma vidéo sur le lien entre spécisme et les autres discriminations, je trouve pour faire le parallèle, en fait ici je montre les... Ah mais ça s'est pas mis à la ligne à chaque fois, je vous ai mis des noms mais ça s'est pas mis à la ligne donc c'est pas très pratique. Du coup voilà ma vidéo Humanisme Antispécisme, en fait j'ai été checker toutes les études de psycho qui montrent les logiciels de pensée sous-jacents à différentes discriminations, donc pour avoir une compréhension globale des oppressions. Voilà, j'ai quand même la prétention d'avoir fait une bonne vidéo là-dessus, donc je vous la conseille. Je crois qu'à quasiment chaque live, je la mets celle-ci. J'ai envoyé le lien si tu veux pour... Auguste Russell, c'est vrai qu'il y a énormément de points que tu... Désolé, je rebondis pas sur tous les trucs que tu poses. N'hésite pas à venir sur le Discord, et si tu veux, on se fait un vocal, parce qu'il y a beaucoup, il y a trop de points à aborder pour que je réponde à tout en live en tout cas. On reprend, on est sur la fin là. Je crois que là, il reste 3 minutes. Collectivement, individuellement et collectivement, de prendre au sérieux le type de lien que l'on peut avoir en effet avec le vivant de manière, on va dire, plus générale. Et elle va le chercher dans cette culture en effet de la mise à distance, dans laquelle le rapport à nos émotions est super compliqué à savoir. Elle répertorie, pour le dire très simplement, toutes les peurs que l'on peut avoir à oser dire publiquement, explicitement, et la façon dont c'est complètement disqualifié, le fait qu'on peut être extrêmement, comme elle le dit, peiné pour la Terre. Elle le dit dans les années 80, au moment notamment de cette menace nucléaire absolument incroyable, mais aujourd'hui, face à la crise climatique, ça me semble pas exactement complètement à côté de... Je questionne dans quel sens on dit peiné pour la Terre. Est-ce que c'est... Là, j'aurais toujours la même remarque. Est-ce qu'on se peint pour la Terre elle-même ou
des conditions d'habitat qui vont nuire à des individus, quoi. Parce que la Terre elle-même, elle s'en fout, quoi. De même, on peut dire, peut-être pour faire un parallèle, on peut dire qu'on est peiné pour une maison détruite, mais on n'est pas peiné pour la maison. On est peiné pour les gens qui habitaient dans cette maison ou pour le voisinage. Ou pour tous les gens qui vont souffrir de la situation. Oui. De ce qui se passe, à savoir peur de souffrir, à savoir reconnaître nos peurs. On a peur que plus on les dit, plus on dit nos peines et plus on va en souffrir. Peur de faire souffrir, peur de paraître stupide, évidemment. Peur, alors c'est dans un contexte américain, de paraître anti-patriotique, mais peur aussi d'être accusé de surémotivité. Et elle donne plein d'exemples, plein de témoignages autour d'elle, etc. De personnes qui disent moi j'ai arrêté de dire que je suis complètement angoissée à l'idée de ce qui se passe sur la Terre, parce qu'on me dit mais c'est quoi ta névrose, quel est ton problème avec ton père, je sais pas quoi. Et donc c'est aussi lié à tout un mouvement d'éco-psychologie qui est contemporain et proche de ça. J'ai l'impression que cette critique elle est un peu moins vraie maintenant. Alors peut-être que c'est biaisé par les milieux qu'on fréquente, mais là j'ai l'impression que on parle pas mal d'éco-anxiété et tout. Alors moi je suis vraiment pas fan du terme parce que il est critiquable sur un plan médical, quoi. Ça fait pas vraiment sens de parler d'éco-anxiété, mais bref, passons là-dessus. En psychologie ça fait pas sens. En fait tu parles d'anxiété, mais je sais pas, par exemple si tu parles des contrôles, tu parles pas de contrôle anxiété, tu vois. Tu parles c'est le sentiment spécifique à des situations, oui, quoi, non ? Mais du coup le terme n'est pas reconnu médicalement. Je parle d'anxiété, okay. Et peut-être que c'est l'écologie qui te provoque de l'anxiété. Enfin la question écolo. La question écolo qui te provoque de l'anxiété. Mais en tout cas je sais que le terme est critique. Alors voilà. Okay. Mais bref, c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu moins vrai aujourd'hui, que c'est peut-être plus entendable de dire que c'est la merde et que du coup ça nous rend très anxieux ou anxieuses, que on déprime, que ça pue la merde, quoi. Pour elle, c'est un problème politique que de pouvoir réintégrer dans l'espace public comme ces écoféministes l'ont fait au moment de cette action. Je rebondis là-dessus parce qu'en fait, moi j'avais fait mon mémoire de M2 sur les projets de vie des individus face aux théories de l'effondrement. Donc en gros, comment les gens... Et du coup, on s'était étudié comment le fait d'adhérer à des théories de l'effondrement, donc l'idée que la civilisation va s'effondrer, tout ça peut impacter les projets de vie. Et du coup, je me souviens plus si j'avais utilisé... Bon, ça commence à remonter un peu... Je sais plus si le terme d'éco-anxiété, je l'avais utilisé, mais... je me suis pas renseigné depuis, donc j'avais en tête que ça me paraissait pas déconnant comme terme. Mais j'utilisais aussi le terme de... c'est moi qui ai une info. Non, mais j'ai très bien pu utiliser un terme et me tromper. Hein. Et il y avait aussi le terme que je trouve intéressant de solastalgie, qui est du coup c'est un mélange entre nostalgie et... Bon, c'était l'idée en fait d'avoir une espèce de nostalgie par rapport à un truc futur, c'est la perte d'un... tu t'es projeté dans le futur, dans un certain... dans un futur plutôt peut-être au moins correct, et du coup tu perds tout ça parce que tu ne peux plus te projeter là-dessus parce que tu sais que peut-être que tu pars du principe que le futur va être finalement beaucoup moins bien, que tu n'auras pas toutes les ressources, tout ça. Et du coup, il y a ce terme solastalgie qui est pas mal utilisé dans le milieu de la collapso, tous les trucs sur l'effondrement. Bon, j'étais pas mal dans ce truc-là à l'époque où j'ai fait mon mémoire là-dessus, quoi, voilà. On parlait tout à l'heure, savoir ces grandes poupées de la colère, de la tristesse, etc. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire remettre dans l'espace public à la fois des émotions propres, enfin soi-disant propres aux femmes, mais à tout le monde. Et un des gestes, pareil, de Reclaim, c'est reclaim nos émotions, mais parce que ça a des effets politiques. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'entendre un homme politique, une femme politique, je sais pas, de les voir pleurer à un moment donné, de redonner une valeur à ces émotions-là en politique. Et est-ce que ça aurait des effets contre une forme de paralysie, d'indifférence ou de déni, etc., notamment vis-à-vis de la crise climatique dans laquelle on est aujourd'hui ? En tout cas, la lecture de ces textes fait des effets. Ça, c'est très certain sur ces lectrices et ces lecteurs par toute la puissance de description, d'émotion dont on a essayé de rendre compte par ces quelques lectures. On va devoir s'arrêter là, mais merci beaucoup, Émilie H, d'être venue nous parler de ce livre, donc Reclaim, recueil de textes écoféministes, et à très bientôt sur Mediapart. Mediapart qui est un très bon média, on peut le dire au passage. Hein. Oui. Et là, Constantin Celardon qui dit qu'il faut être éco-furieux et éco-anxieux, qu'il faut se dire que c'est pas inévitable qu'on peut agir. Et c'est sûr que c'est sympa comme expression. Mais je pense que du coup la critique là, qu'elle soulevait par rapport à l'écoféminisme, c'était de dire que faut pas que ça devienne une injonction, je pense, à refouler des sentiments de, de tristesse ou d'angoisse ou par rapport à la situation actuelle, quoi, je suppose. Ah, c'était ça ta question du coup. Vous deux, individuellement, vous définissez comment en 2 mots ? J'ai envie de dire, ça dépend sur quel sujet. Je sais pas, que ça serait les critères que je me donne. Je sais pas forcément, je sais pas trop comment on définit. En vrai, c'est l'exercice. Je donnerais mon prénom. Ouais, mais ça se définit pas ton prénom, je sais pas. C'est la question, en tout cas, du coup je vais répondre complètement à côté, mais en psycho on avait vu, c'est un exercice qui se fait dans les études de psycho, de demander à des populations de vous mettre 20 mots, et en fait on voit que suivant les populations, c'est le fameux truc des sociétés individualistes ou collectivistes, en fait il y a des manières de répondre, est-ce qu'on donne plutôt des mots pour se définir qui sont des traits individuels, ou est-ce qu'on donne plutôt des mots relatifs au groupe. Ça c'est intéressant dans le questionnaire du je suis, tu mets je suis
suis, 3 petits points, et tu réponds spontanément, là, comme ça, je sais pas. De manière générale, quand il faut se présenter, je galère un peu à faire très simple. J'aurais dit homme blanc, mais moi je me décris moi pas. non plus, je me En déciderais pas comme fait, ça. me définir par ma couleur ou par mon genre ou quoi, ça me vient pas à l'esprit. On pourrait dire que c'est un privilège de blanc de ne pas avoir à se définir par sa couleur de peau, je sais pas, mais en tout cas, alors mon genre aussi, moi je m'attache pas du tout à mon genre, donc c'est vraiment, alors c'est vraiment pas le truc qui me serait passé à l'esprit. Si je dois me définir, je me définirais par, je sais pas, le fait de vouloir d'être scientiste. Ouais, en vrai, c'est être scientiste, je dirais, le Ouais. fait d'avoir des convictions d'un monde meilleur, le fait de. Je sais pas, par ma création, le fait de dessiner des mangas ou le fait de faire des vidéos YouTube, ouais, ça c'est quelque chose qui me définit plus que mon apparence physique, quoi. Pour moi, ça, mon apparence physique. Par contre, après, si tu m'avais posé la question de comment je pense que je suis perçue par les autres, effectivement, Parce qu'il y a j'aurais pas la même probablement répondu femme blanche. Mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que ça veut pas dire que. En fait, pour moi, la différence, c'est que ça fait pas partie de mon identité dans le sens où j'ai pas un attachement émotionnel à ces catégories. Par contre, je suis consciente d'avoir une certaine position sociale, en l'occurrence d'être une femme blanche de milieu assez éduquée, enfin bref, je pourrais mettre plein de caractéristiques valides, etc. etc. Mais c'est ma position dans la société, si tu veux, par rapport à des questions de rapport de pouvoir, de rapport de force, etc. etc. Mais c'est pas... j'en fais pas une identité personnelle, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Voilà. oui, c'est que nous, mais en fait, il faut dire, nous, on a une posture aussi où on est contre le. Enfin, on a une préférence pour la disparition de la notion d'identité de genre. Pas dans le sens où ça n'a pas d'utilité actuellement, hein, mais bref, c'est dans le sens où, je pense, dans une société future non sexiste, je pense que ça fait peu sens. Ouais, nous, on s'en fout un peu du genre, bref, d'un point de vue identitaire, quoi. On Justement, explique dans notre vidéo sur ouais. le genre. Tu dis, mais pourtant c'est ce que t'es sans parler de social. Bah non, moi justement, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est seulement des caractéristiques sociales. Le truc, le c'est fait, pas tu dis, une identité, quoi. ce que je suis, par exemple. Attends, Pardon, j'avais pas fini. pardon. Mais du coup, ouais, je t'invite à aller voir notre vidéo là-dessus parce qu'on développe un peu. En fait, les termes de homme et femme, tu peux les définir de différentes manières. Ils renvoient à des choses différentes. Et en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont inclus, genre est-ce qu'on parle de catégorie sociale, est-ce qu'on parle d'identité, enfin bref, il y a différentes manières de définir ce que c'est homme ou femme. Et du coup, en fonction de comment tu définis ces termes, je peux te dire que je me reconnais dans ces termes ou que je me reconnais pas dans ces termes. Genre, je me reconnais pas dans l'identité femme, je me sens pas femme, quoi, si tu veux. Mais par contre, j'occupe une position sociale de femme, je suis perçue comme une femme, et du coup, je subis le sexisme, etc. etc. Enfin, ouais, pour répondre, ok, si tu prends en termes de groupe biologique, si tu dis mâle ou homme et femme dans le sens mâle-femelle, oui, effectivement, je suis un homme dans le sens je suis un mâle en tout cas. Dans le sens groupe politique, oui, je suis un homme. Dans le sens groupe politiquement, comment je suis perçu, je suis clairement un homme. Dans le sens identité et le genre, on s'en moque dans le sens où je pourrais faire notre parallèle, par exemple le fait d'être français. Si tu regardes d'un point de vue sur les papiers, oui, je suis français. Est-ce que je suis français dans le sens d'identité? Est-ce que je me sens français ou quoi? Pas trop, en fait, je m'en fous. Ça ne traverse pas trop l'esprit. Ou européen d'ailleurs, oui, ça peut peut-être mieux marcher. Mais parce que ça je pense dépend si on le voit d'un point de vue factuel factuel ou d'identité. Mais je pense que c'est important de faire ce genre de distinction, quoi. En tout cas, c'est pour revenir au truc du qu'est-ce qu'on est, tu dis oui, mais c'est ce que vous êtes. Ben, oui, effectivement, mais en fait, il y a plein d'autres trucs que je suis et que pourquoi on s'attache à ça? C'est bien parce que dans la société, on accorde énormément de valeur à ça. Du coup, ça nous, peut-être pour beaucoup de gens, ça leur vient à l'esprit de s'identifier par rapport à ça. Mais je pourrais très bien dire je suis roux, moi, je pourrais dire, que je mesure. Que je mesure tant de mètres, centimètres, que je pèse tant de poids. En fait, il y a plein de caractéristiques physiques qui sont vraies. Je peux dire, bah oui, je chausse telle pointure, c'est vrai. Pourtant, je m'identifie pas à ça. Pourquoi le genre ou le sexe, ça devrait m'identifier plus que ça? Pour moi, en fait, c'est mes organes génitaux, pour moi, c'est juste une variable biologique factuelle qui n'a pas plus d'importance en soi que ma pointure. C'est juste un truc, c'est un fait qui me définit pas plus que le reste, quoi. C'est ça, c'est comme ça que je le vois, quoi. Je vois, c'est intéressant comme réflexion. Eh ben, content que tu aies trouvé ça intéressant. Mais si tu regardes notre vidéo sur le genre, je pense que tu verras notre manière de voir les choses là-dessus. Je me dis que c'est important quand même d'être homme ou femme. Mais moi, je pense pas que ce soit important dans le sens normatif. Genre, je pense pas qu'on devrait être homme ou femme ou se sentir homme ou femme. Par contre, je pense que c'est important de savoir. Enfin, ça a une importance dans le sens où, dans la société actuelle, ça détermine une grande partie de ta vie, en fait. Et c'est dans ce sens-là que c'est important. Genre, dans le sens où ça a un impact, ça a une importance pour les individus. Mais je pense pas que ce soit important dans le sens où ça a un intérêt pour les individus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est important parce qu'il y a une société qui est sexiste et qui fait qu'on accorde beaucoup d'importance là-dessus. De la manière que dans une société raciste, peut-être que ça a énormément d'importance la couleur de peau, mais je me dis que dans une société future où on abolit les oppressions, bah, le sexe, la couleur de peau, tout ça, c'est juste des variables biologiques où oui, les gens ont telle différence, comme de la même manière qu'il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont grands. Bon, c'est des différences biologiques
et qu'on ferait pas tant gaffe, quoi. On va s'arrêter là. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'est vrai qu'en vrai, la phase de papotage avec le chat, c'est cool. Merci beaucoup à vous deux. Avec Merci. plaisir. C'était Merci d'être cool. là. Merci pour le live. Merci beaucoup pour les retours. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous, tout ça, tout ça.